Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est le petit coup de vacances qui vous reste à la rentrée. Parce qu'on ne mange de la confiture qu'en vacances. Bah oui, au bord de la piscine, avec les cigales. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, j'avoue. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, on va parler d'un coup d'état. On va parler de Cartouche le brigand. On va parler de chamanisme viking. Et puis on va parler du carré Sator. Eh oui, beau programme. Et Beau donc, programme. c'est toi qui commences avec un coup d'état. Exactement, on va parler d'un coup d'état. Enfin, alors, pas vraiment un coup d'état. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand un despote meurt? Le roi est mort, vive le roi. Alors le roi est mort, vive le roi, mais d'un coup, il y a tout un monde d'opportunités Certes. qui s'ouvre. Et bah, il y a des gens qui sont prêts à les saisir. Et l'histoire qu'on va raconter, c'est un peu celle d'un de ces opportunistes, qui s'appelle Claude François de Mallet. C'est un électrique général de la Révolution. Mhm. Alors en fait, lui, il est né le 28 juin 1754 Ouais. à Dole, Dole. en Bourgogne, je crois. Non, dans le Jura. Ouais. Voilà, à Dole dans le Jura. Son père est capitaine de cavalerie. Ah oui, donc c'est un enfant de la balle quand même dans l'armée. Donc plutôt petite noblesse. Ouais. Voilà, mais noblesse d'épée, a priori. Donc, effectivement, comme tu le dis, c'est un peu un enfant de la balle. À 17 ans, il va rentrer dans la première compagnie des mousquetaires du roi. Classe. Bon, en 1775, la maison du roi est dissoute. Parce qu'il faut faire des économies. Donc, on dissout la maison du roi, ce qui veut dire plus de mousquetaires. Ouais. C'est la fin des mousquetaires. Et donc, à 22 ans, il se retrouve lieutenant et chômeur. Ça me rappelle quelqu'un. Ah bon? On n'a pas parlé de plein de mecs comme ça qui sont surveillants général des armées, puis d'un coup, il n'y a plus Il y a plus d'armée à d'armée. surveiller. Oui, souvent, mais c'est là encore un monde de possibilités, une bonne C'est occasion pas de se réinventer. Le chômage n'est qu'une... Alors là, il va pas se passer grand-chose dans sa vie. Quelques années plus tard, même 10 ans plus tard, il va rencontrer Denise de Bollet. Alors c'est assez marrant parce que Denise de Bollet, en fait, son père veut la marier à un mec, elle veut pas, elle va prendre le voile. Donc elle commence sa cérémonie pour prendre le voile. Et là, notre ami Claude François, hop, il l'arrête. Et Genre, dit non, prends pas le voile. Il rentre dans le monastère à cheval. Alors je sais pas s'il rentre à cheval, mais vraiment il arrête la cérémonie. Il dit non, prends pas le voile. Elle va tomber amoureuse de lui. Il Ah, va l'épouser. Genre, ils étaient même pas en train Non. de fricoter Alors, avant, moi, quoi. ce que j'ai compris de l'histoire, c'est non, c'est juste. Mais il la connaissait quand même, lui. Oui, il la connaissait. Ouais. Il dit non, mais c'est trop bête. c'est T'es trop jolie pour être c'est nonne. ça. Donc il va l'épouser en 1788. Donc je crois qu'à l'époque où il l'arrête, c'est un petit peu avant. Quand il l'épouse, elle a 17 ans, il en a 34. Ouais. Voilà. Ça remet un peu de contexte au « t'es trop jolie pour prendre le voile ». Bon. Oui, effectivement. Autre temps, autre mœurs. Mais je ne savais pas qu'elle avait 16 Oui. ans, 15 ans. Exactement. Cela dit, devenir nonne à 15 ans, c'est un peu triste quand même. Ou c'est une vocation. Certes, certes. Donc, comme je disais, il l'épouse le 9 janvier 1788. 1788, c'est qu'on n'est pas très loin de La Révolution. la Révolution française. Et alors lui, la Révolution française, finalement, il kiffe. Il plonge un peu dans les idéaux républicains. Il va tout de suite retirer sa particule. Bien. Et il va être élu commandant de la garde nationale de Dole. Ok, bon. Donc, Toujours dans le Jura. Oui, chez lui, quoi. Ouais. Et en tant que représentant de Dole, il va monter à Paris pour la fête de la Fédération. Mhm. Donc le 14 juillet 1790, qui célèbre la prise de la Bastille et qui est à l'origine de notre fête nationale. Puisque si je ne m'abuse, le 14 juillet, on célèbre la fête de la Fédération. Pas la prise de Et la pas Bastille. Alors je crois, à un moment c'était ça, je sais plus, j'ai entendu dire que au final c'était les deux. Bon, je pense, de toute Oui, façon, peut-être. c'est le même jour, donc... Oui, c'est ça. Donc on peut fêter tout ce qu'on veut. Et là, il va commencer donc à Paris lors de cette fête de la Fédération à parler à ses anciens collègues de la Maison du Roi. Mhm. Les Qui mousquetaires. les anciens mousquetaires, il va en garder, qui sont restés à Paris, qui sont quand même des gens qui sont un peu bien placés en général. Généralement, ils sont nobles, ouais, les mousquetaires. Alors, sauf que bon, en 89, les nobles sont un peu moins bien vus. Mais il va quand même réussir à se faire placer. Et en fait, il va commencer une carrière militaire, alors il avait déjà une carrière militaire, mais là il va rentrer dans l'armée française et il va devenir aide de camp de plusieurs généraux. Mhm.
Je peux la noter, mais il y a 5 ou 6 généraux il va gravir un peu les échelons en tant qu'aide de camp. C'est un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est parce que aide de camp, tu t'imagines le mec qui porte les bottes, quoi, plus ou moins. Ouais. Alors qu'en fait, c'est hyper haut placé dans la hiérarchie militaire. Bah, c'est comme directeur de cabinet, quoi. Tu te dis, c'est le mec qui nettoie les chiottes. Bah, en fait, non. Ouais, mais il y a quand même directeur dedans, tu vois. Alors que Oui. ça serait directeur du camp, tu vois, Oui. ou directeur de la maison du général. Bon, il y a directeur. Là, juste aide de camp. Oui, mais en fait, c'est lui qui le conseille, en fait. Ouais. Et donc, en 1799, après avoir un peu s'être fait les dents auprès de plusieurs généraux, il va lui-même être nommé général de brigade. Alors, de façon temporaire, mais il va remporter plusieurs victoires contre les Autrichiens. Mhm. Et donc, sa fonction de général va lui être confirmée. Donc, 1799, il est général de brigade. 99 Ouais. Donc, il est à fond dans la défense de la République, tout ça. Sauf que, autant, comme tout à l'heure, 1788, ça annonçait des trucs, 1799, ça annonce d'autres choses. Ouais. J'ai un vague souvenir, un petit mec, un Corse, Un je petit crois. Corse, voilà. Alors, qui paraît-il n'était pas si petit que ça, d'ailleurs. Bon, enfin bon. Alors, quand vient Napoléon, quand l'Empire est proclamé, il va être nommé, lui, commandant de la Légion d'honneur. Joli, pas mal. Pas mal. Mais, en public, quand il va accepter sa récompense, il va pas critiquer ouvertement, mais il va bien faire comprendre qu'il est pas fan de Napoléon. Il va croiser les doigts dans le dos. Je jure, mais en fait... Et très vite, il va démissionner, en fait. Ah. Donc, il s'engage vraiment un peu dans... Enfin, il a des idéaux républicains. Mhm. Bon, il démissionne, mais il va quand même être nommé gouverneur. D'abord à Pavie, Ouais. donc en Italie, et ensuite à Rome. Ce qui est plutôt cool, quoi. Oui, alors à Rome, en fait, il va être un peu chargé de surveiller le pape, ce qui se passe. Il va pas y rester longtemps, parce que, globalement, il va se faire virer. Alors, il va se faire virer pour propagande républicaine. Eh oui, contre Napoléon. Voilà. Bon, et puis aussi parce qu'il a fait du trafic avec des maisons de jeu et puis confisqué des bateaux. Oui, bon... Bon, ok, mais gardons en tête que c'est des principes républicains qui l'ont poussé à... Voilà, et la République n'interdit pas le jeu. Donc, Exactement. Voilà. Et donc, Napoléon va lui dire, écoute, du coup, tu vas prendre ta retraite. Donc, le 31 mai 1802, il est mis à la retraite par Napoléon. Il a un peu moins de 50 ans, 48 ans. Cool. Et la retraite, Ça va, c'est cool. je sais pas, c'est Napoléon qui a inventé la retraite? Non. Je sais pas, faudra demander aux spécialistes de la retraite qui nous écoutent. Ouais, mais non, je te jure, c'est Bismarck. Et cette mise à la retraite, bizarrement, il est pas fan non plus. Ouais, c'est dommage parce que ça aurait pu être, tu vois, genre, bon, voilà, c'est tout. 48 ans, il va Voilà. à Capri, s'achète Salut. une Alors, villa, donc- c'est donc- fini. Donc tu voulais nous parler de cartouche, du coup. Non, il va revenir. En fait, depuis son retour en Italie, enfin son retour d'Italie, il va être à Paris et il va commencer un peu à fricoter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que lui. La République. Ou le jeu. et le trafic de bateaux. Non, plutôt, en fait, il va fréquenter la franc-maçonnerie. Mhm. Il va fréquenter aussi les Philadelphes, qui Je est connais pas ça, une autre société secrète de l'époque, très engagée dans le combat républicain. Et finalement, il va commencer à fricoter beaucoup avec des opposants à Napoléon. Mhm. Et pas que des républicains. Parce que contre Napoléon, il y a aussi les royalistes. Ah oui. Louis XVIII qui est en embuscade. Exactement. En juin 1808, donc là, il profite un peu de sa retraite depuis 5-6 ans, Napoléon, lui, est à Bayonne. Mhm. Et donc, avec deux autres anciens généraux, notre ami Mallet, alors deux autres anciens généraux qui eux aussi se sont fait virer, enfin gentiment mis à la retraite pour divers délits, il va faire coller 12 000 affiches dans Paris. Mhm. Et ces affiches, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent simplement « Le Sénat a voté la déchéance de Napoléon et a élu un nouveau gouvernement qui sera dirigé par le général Mallet. » Parce que tant qu'à faire. Oui. Mais le Sénat, il est au courant de ça ? Non. Non, oui, bon. De toute façon, on a vu que sous Napoléon, les assemblées, bon. Oui, voilà. Alors, le problème, c'est qu'il va être trahi par un complice et donc envoyé en prison. Mhm. Ce qui fait que il est encore moins fan de Napoléon. Ceci dit, il s'en sort pas trop mal, hein. Oui, il s'en sort pas trop mal. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il est envoyé en prison.
Il va essayer de sortir, on veut pas trop qu'il sorte, il va dire « Oh, je m'excuse. C'est pas moi. C'est J'étais bourré. Voilà, je le referai plus, je vous promets. » Et en janvier 1810, il change un peu de tactique et il dit « Ah, je suis malade, je vais pas très bien. » Donc il fait une belle canique, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, on le relâche pas, mais on va le mettre dans une maison de santé. En l'occurrence, une maison de santé qui est à Paris, qui s'appelle la Maison du Buisson, qui est dans le 6e, je crois. Et en fait, la Maison du Buisson, si tu veux, c'est un peu le repère de tous les opposants de Napoléon. Qui ont tous fait des Balkany. Il y a une espèce d'épidémie de Exactement. mal de dos. Mais donc, entre les royalistes et les républicains, finalement, tous les opposants de Napoléon qui ont été mis en tôle finissent à peu près par se retrouver là. Donc, il y a un peu Beau vivier. un beau vivier. Et Mallet, lui, il se dit qu'il peut pas en rester là et qu'il faut agir. Mhm. Et là, ça tombe bien, puisque Napoléon, il finit par mourir dans la campagne de Russie. Et il profite de cette mort pour s'échapper de sa maison du Buisson le 22 octobre 1812. Alors, moi, dans ce que je sais de Napoléon, je suis pas un expert, mais il est pas mort en Russie. On va pas s'embrouiller avec les détails, mais Mallet, il se dit, bon, comme l'empereur est mort, on va pouvoir en profiter. Mhm. Et d'ailleurs, donc, il s'échappe, il va avoir avec lui le décret du Sénat qui annonce la mort de Napoléon. Cette fois-ci, il est au courant, ça là. Alors, disons que ça lui a été remis par un ami curé royaliste qui s'appelle l'abbé Lafont. D'accord. Bon. Et donc, il s'échappe de cette maison du Buisson, il va récupérer cet édit du Sénat, et il va partir, lui, chercher son arme, son uniforme, un cheval. Je veux tes lunettes, ton flingue et ta moto. Il va aller chercher donc tout ça, et il va récupérer une écharpe tricolore aussi au passage. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 2 hommes de main, un dénommé Rateau. Il va dire, toi maintenant t'es capitaine. Et Boutreux. Et il va dire, toi maintenant t'es commissaire de police. Voilà. Parce que dans mon petit monde, j'ai tous les droits. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rendre à la caserne Popincourt. Mhm. Donc la caserne Popincourt, elle va à ce moment-là abriter la 10e cohorte de la garde nationale. Mhm. Elle est dirigée par le commandant Soulier. Et donc, lui, il arrive à 4h du matin. Il va rentrer directement chez le commandant. Il va le tirer du lit et il va lui dire « Écoute, l'empereur est mort. Maintenant, le Sénat a dit que le chef, ce serait le général Mallet. Et ça tombe bien, c'est moi. » Non, il dit « Moi, je suis le général Lamotte. » Parce que le général Mallet, il a d'autres choses à faire. Hein. Oui, il va pas réveiller un type à 4h du mat, quand même. Exactement. Mais j'ai l'édit du Sénat et j'ai des ordres qui ont été préparés pour toi. Et donc, il va lui donner un ordre de mission Mhm. au mec qui sort du lit, genre... Ouais. Ouais, c'est qui ce type? Alors, première étape dans l'ordre de mission, c'est « Monsieur Soulier, vous êtes maintenant promu général. » Cool. Voilà, ce qui va le pousser à dire « Ok, bon. » C'est pas con, tu promeux des gens, les types, après, pendant un petit moment, en tout cas, ils te suivent. Il va dire « Bon, vous allez secrètement rassembler toutes vos troupes, votre cohorte de la garde nationale. Vous allez vous rendre place de Grève, donc place de l'hôtel de ville, à Paris. Mhm. Et vous allez garder les alentours. Ok. Vous allez me faire un petit blocus autour de la place de Grève. Et ensuite, lui, il sort dans la caserne et il va aller haranguer la garde nationale. Leur expliquer que l'empereur est mort, c'est la fin du tyran. Et leur dire, on a restauré la République grâce au Sénat. Donc il crie « Vive la nation !» Tout le monde l'acclame, tout le monde est hyper chaud. Plein d'opportunités qui s'ouvrent, encore une fois. Ouais, du coup, il y en a plein qui disent « Oh, mais en plus, ils donnent des promotions hyper rapidement, paraît-il. » C'est en général, quand il y a des changements de régime, les promotions, ça va assez vite. Hein. Ouais. On parlera pas de Sibeth Ndiaye, mais il y a des choses qui se font rapidement. Et donc, finalement, il se retrouve avec 1200 hommes, Pas mal. qui va séparer en 4 détachements. Lui, ce qu'il va aller faire, c'est il va aller à la prison de la Force, avec un petit détachement. Donc la prison de la Force, c'est la prison où il était emprisonné, lui, Mhm. avant. Et il va aller chercher 2 généraux, donc qui s'appellent Guidal et un qui s'appelle Lahorie. Ok. Les 2 généraux qui sont un peu surpris. En fait, ils pensaient qu'on venait les chercher pour les transférer. Ah, ou pour les exécuter. Alors, non, pas pour les exécuter, mais ils viennent un peu avec leur valise, genre où je vais ? Bah non, t'es libre.
T'es libre, t'es général, et tu vas devenir... Alors, il y en a un, il les envoie tous les deux, d'ailleurs, chez le ministre de la police. Un certain Fouché. Un certain Savary, à l'époque. Fouché, il s'est fait virer un peu avant. J'expliquerai rapidement pourquoi. Donc, il va les envoyer chez Savary. Il va envoyer, lui, des aides de camp avec une partie de la garnison à la préfecture de Paris. Et chez le ministre, ça se passe plutôt bien, en fait. Les deux généraux arrivent. Ils prennent assez rapidement le bâtiment, parce qu'on est encore un peu tôt le matin. Tout le monde a un peu la tête dans le cul. Genre, oh. C'est ça. Si vous voulez prendre le pouvoir, Faut se lever tôt. le pouvoir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Voilà. C'est bien connu. Donc, il va prendre le bâtiment assez facilement. Savary, en fait, lui, il a servi avec Lahorie dans l'armée. Et donc, il va être traité de façon assez honnête. On va pas l'exécuter sur place. On va l'envoyer en prison, à la force. On va lui dire, bon, bah écoute, désolé. Ça tombe bien, il y a 2 cellules de vide. Donc... Voilà. Il va quand même tenter de s'évader en sautant du carrosse qui l'emmène. Mais il va être assez vite rattrapé. Et la foule, en fait, c'est la foule qui les rattrape, quoi. En même temps, quand t'es commissaire de police, ministre de la police à l'époque, t'es peut-être pas hyper populaire dans Paris. Si tu croises Darmanin en train de courir, peut-être que je lui fais un croche-patte, tu vois. Genre. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr que s'il passe à côté de moi, je le reconnaisse, honnêtement. C'est pas faux. Mais bon. En tout cas, il va tenter de s'évader. Chez le préfet, c'est assez pareil. Donc, le chef de la haute police va être arrêté. Envoyé à la fosse aussi. Le préfet, lui, on le garde en poste parce que moi, ce que j'ai lu, c'est il est né pour être préfet. En fait, juste, il est hyper efficace à son poste. Il pose pas de questions, il fait ce qu'on lui dit. Donc, écoute. Donc, ce qui fait que assez vite, la police est aux mains de Mallet. En tout cas, l'état-major, le chef de la haute police à Paris et le ministre de la police. Les agents vont être consignés sur place. On va surveiller toutes les entrées et les sorties de Paris. Et Mallet, lui, pendant ce temps-là, il se rend chez le général Hulin. Le général Hulin, à l'époque, comme tu le sais sans doute, c'est le commandant de la place de Paris. Oui, bah voilà, j'allais le dire. Donc, il a d'un côté donc la police qui est pris avec ses amis généraux. Et là, lui, il va s'occuper d'aller chercher l'armée. Comme ça, bon. Alors, ok, il a pas le reste, la diplomatie et tout ça, mais bon. Quand t'as l'armée et la police, tu commences à être assez bien. Et puis comme le Sénat s'est toujours pas rendu compte de ce qu'ils ont signé. Bon, le Sénat sera fort derrière lui. Hein. Alors, lui, pareil, il vient le voir, il fait, bon, je suis vraiment désolé, hein, mais l'empereur est mort, on a restauré la République, je m'excuse, mais vous allez être arrêté, et je vais vous remplacer. Voilà. Hulin dit, je veux bien, mais je veux bien voir les ordres. Ouais, c'est une petite preuve de tout ça. Donc Mallet va l'emmener dans le bureau de Hulin. Il va dire, bon, les ordres, les voilà. Il va sortir son pistolet, il va tirer dans la mâchoire de Hulin, qui va être blessé. Et le voilà, donc, dirigeant de la place de Paris. Ah ouais, donc là, il commence quand même à dire, bon, coup d'état, c'est sympa, les papiers du Sénat, machin, tout ça, mais peut-être pas trop me résister, quoi. Ouais, c'est ça. Là, il commence à être un petit peu... Bon, ça va. Ça va, il a quand même pas énormément de temps à perdre. Oui, oui, il y a une république à restaurer, quoi. C'est quand même pas... Donc, là, il est dirigeant, globalement, de tout ce qui est militaire et policier à Paris. Il lui reste une étape, c'est l'armée. Là, il a la place de Paris. Et donc, il va se rendre à l'état-major général, histoire de bien tout avoir et de bien tout assurer. Le but, donc, c'est de mettre la main sur toute l'armée. Et il a fait envoyer des ordres au colonel Doucet. Donc, quand il arrive, il se rend compte que le colonel Doucet est pas tout à fait prêt à se rendre. Il l'attend un peu, parce que bon, il se trouve que le colonel Doucet a reçu une lettre de Napoléon, la veille, qui a été écrite après la date de la mort du Sénat. Alors, sûrement une question de poste. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est loin la Russie quand même. Hein. C'est ça. Et puis en plus, ils ont pas le même calendrier. Exactement, là on est en Nivose, bon, voilà. c'est la merde. Il y a peut-être un coup d'heure d'hiver aussi qui compte. Donc, Doucet dit, on peut en discuter. Pendant ce temps-là, il y a l'adjudant de Doucet qui monte par une porte dérobée dans le bâtiment de l'état-major avec une petite troupe. Globalement, Mallet va sortir le traquenard, il va vouloir dégainer. On se jette sur lui,
il est empêché de dégainer et il va être exhibé au balcon de l'état-major général et on va crier « L'empereur n'est pas mort ». Alors en fait, tout ça, finalement, ok, il s'est fait choper, mais comme avec son équipe, il dirige la police et l'armée de Paris, finalement, ça pourrait être qu'un contretemps. Ouais, ça pourrait aussi être le début d'une guerre civile, mais... Aussi. Mais en fait, ça pourrait être qu'un contretemps si ses associés étaient compétents. Et c'est pas tout à fait le cas. Bah, comme il les a chopés au hasard dans la rue, qu'il leur a dit, toi t'es capitaine, toi t'es commissaire. Non, les deux généraux. Ah oui. Qu'il a chopé un peu au hasard en prison aussi. Hein, mais... En fait, il se trouve que Guidal, qui a aussi servi avec Savary, ils ont passé un peu de temps à discuter. Et donc tout ça a pris du temps. Et lui devait se rendre chez le ministre de la guerre après. Mais comme il a passé trop de temps à papoter avec le ministre de la police, le ministre de la guerre s'était déjà barré. Et donc il n'a pas réussi à l'avoir. Lahorie, lui, qui est nouveau ministre de la police, il va à l'hôtel de ville, comme prévu, mais comme il voit pas Mallet sur place, là où il devait se donner rendez-vous, proclamer, encore une fois, le nouveau régime et tout ça, il le voit pas, il dit, bon, je vais rentrer dans mon ministère et puis je vais déjeuner. Parce que on m'a réveillé à 4 du mat, quand même. Ouais, et puis j'étais en tôle maintenant, j'en profite un petit peu. La garde impériale est prévenue, en 1 heure, la situation est rétablie. Bon, même s'il y a un petit peu de confusion quand même. À un moment, le préfet, pas le préfet, le chef de la haute police et Savary vont vouloir reprendre leur poste. On va leur dire vous êtes des vendus, vous êtes contre la République. Bon, ça va se passer un peu. Il va y avoir quelques petits moments de flottement. Leurs hommes en fait pensent à un moment à un contre-coup d'État, toujours pour se disputer la mort le pouvoir après la mort de Napoléon. Bon, finalement, ils sont arrêtés. Globalement, il n'y a pas eu de dégâts. Oui, non, il y a un type qui a pris une balle dans la mâchoire, bon. Oui, voilà. Ça arrive, hein, c'est le mec est la guerre. militaire. Oui, voilà. Dans ce temps-là, t'as des milliers de mecs qui meurent dans la neige en Russie. Bon. 27 octobre, conseil de guerre. Parce que c'est des... Oui, c'est des militaires, tout ça. C'est des militaires, tout ça. Lahorie va courageusement dire qu'il n'était pas au courant. En fait, lui... C'est vrai qu'on est venu le chercher en disant voilà, l'empereur est mort, ok. Oui, il n'a pas de raison d'en douter en soi. Et ce qu'il dira, c'est j'ai vu au 18 Brumaire une révolution qui s'est faite de la même manière et j'ai pu me tromper. Ça arrive, ce genre de truc, donc bon. Ouais, je me suis dit c'est possible. Pourquoi pas. Après tout, Napoléon, il a fait à peu près comme ça, bon. On peut pas me blâmer, j'ai joué, j'ai perdu, mais... Il a joué, même pas tant que ça, quoi. On est venu le chercher, on lui a dit l'empereur est mort. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Et finalement, les deux généraux, ils vont dire, nous, on n'a fait que réagir. On n'a jamais conspiré pour prendre le pouvoir. On est venu nous chercher en disant l'empereur est mort, vous allez être ministre. Ça se refuse pas, je veux dire. Ok. Mallet, lui, il assume complètement. Il dit, non, c'est moi qui ai tout pensé. L'empereur est un tyran. Et... à un moment, on va le pousser pour qu'il donne ses complices. Et à la question de qui est vos complices, il va répondre au juge du tribunal, il va dire la France entière et vous-même si j'avais réussi. C'est pas faux, c'est un peu grandiloquent, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Mais voilà, donc lui il assume. Et il aime pas trop Napoléon. Hein. Là, ouais. Ça commence à se sentir. Bon, finalement, le 30 octobre, 14 condamnés à mort vont être fusillés. Ouais. Dont Mallet. Ouais. En fait, Mallet, ils sont fusillés. Donc en fait, quand t'es fusillé, tu meurs pas forcément tout de suite. Mallet est touché, donc une blessure mortelle. Il entend quelqu'un qui crie « Vive l'empereur !» Et lui va répondre, apparemment, selon la légende, « Ton empereur, il est blessé à mort comme moi. » Et c'est vrai que l'empereur, il a un peu... Enfin, pendant quelques heures, tout l'empire a vacillé. Ouais, parce qu'on sait pas où il est, quoi. Oui, sauf... Enfin, on sait pas où il est. Si, il est à la tête de ses troupes en Russie. Il est jamais mort, il est juste pas au courant, quoi. Ouais, mais ouais, c'est... Quand t'es à Paris, il est en Russie, mais c'est... Oui, c'est ça. Et du coup, tout a failli basculer. Le problème, en fait, la question, c'est comment ça a pu presque réussir. La police, elle a jamais découvert le complot. L'armée, en fait, elle y a presque participé. Ouais. Et tout ça, c'est un peu embarrassant pour tout le monde. Hein. ouais, il y a quand même des types qui vont dire « Oh putain, quand il va rentrer, l'autre... Ouais, je vais prendre un peu cher. » Après, tu vois, par exemple, la police.
ils n'ont pas découvert le complot. Ok, mais finalement, le complot, il est né et il a été exécuté quasiment dans la tête de Mallet. Oui, c'est vrai s'il a prévenu personne avant. La seule personne, et qui d'ailleurs va être, elle, acquittée, enfin en tout cas pas condamnée à mort, et qui va être après récompensée à la restauration, c'est l'abbé Lafont. Celui qui a écrit. Celui qui a fait les faux papiers du Sénat. Ouais, alors que lui, quand même, bon. Donc, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup d'indices, quoi. Bon, Mallet, il devait être fiché S, quoi, mais Bah, on a en dû même se temps, rendre il compte était qu'il dans se la radicalisait, mais... T'es dans la maison de santé, machin, là. Oui, mais c'est pas facile Mhm. de déjouer un truc qui se passe finalement avec une seule ou deux personnes. C'est un loup solitaire, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. En plus, le faux, en soi, il est crédible. Ouais. Je veux dire, Napoléon, il est loin, il fait la guerre En Russie. en Russie. C'est pas incroyable qu'il ait pris une balle. Surtout qu'il a quand même pas mal de chance jusque-là, Napoléon, C'est ça. pendant la guerre. Donc c'est pas impossible. Et surtout au fur et à mesure du déroulé du truc, bah t'as de plus en plus de gens. Quand t'as le ministre de la police, quand t'as tout ça, ça fait du poids en fait Mhm. au faux. Et donc c'est encore plus crédible. Donc en fait c'est compliqué parce que t'as un truc qui part de rien, qui est vraiment, enfin c'est fait avec du scotch comme comme coup d'état, mais ça a failli réussir et il y a pas grand monde à blâmer pour ça. Ça montre vraiment une faiblesse assez cruciale au cœur de l'Empire napoléonien. Mhm. Et c'est Napoléon, ça va le marquer. Ce qui va le marquer aussi, c'est que personne s'est dit, tiens, l'empereur est mort, on va mettre son fils. Mais il est pas tout jeune, son fils? Alors, à l'époque, il est plus tout jeune, je crois, mais de toute façon, tu peux te dire, bah, on va mettre une régence, Ouais, mais c'est le problème des... des autocrates très forts. Ouais, puis qui arrivent et qui ont aucun soutien, quoi, qui vient de nulle part, en fait, Napoléon. Alors, j'en sais pas, je pense qu'il a quand même dû... Non, mais il a des collègues dans l'armée, il a sa famille qu'il a Oui. mis un peu partout et tout, mais il vient pas d'une tradition de commandement, quoi. Oui. Non, Euh, et c'est pas une grande famille établie. Voilà, et puis il a pas un système qui le soutient depuis... Et donc, c'est assez incroyable. En fait, juste quelque chose de... Juste du bluff, en fait. Quasiment sans violence. Qui a failli juste renverser Napoléon. Ouais. Napoléon qui est à ce moment-là au fait de sa puissance. Ouais, juste au moment de la perdre, mais ouais. Il est au moment où ça bascule, mais là, il est plus fort que jamais. Ouais. Ce qui montre aussi un peu la vanité du pouvoir. Mais ça fait un peu colosse au pied d'argile, comme quand tu nous parlais des Assyriens, Oui. qui ont un empire immense qui s'écroule hyper vite, parce qu'en fait, il est tellement grand, il a grandi tellement vite que, ouais, il suffit qu'il y ait une truc qui tombe pour que tout Oui, tombe. c'est ça, Quoi. et pour que tout tombe. Alors, en fait, Mallet, c'est pas le seul à en vouloir un peu à Napoléon. Hein. Oui. Parce que il faut voir que on est dans un monde qui est pas très très sûr. En fait, la France de Napoléon, on la voit un peu comme un peu une sorte d'âge d'or de l'Empire avec ses maréchaux et tout ça. C'est quand même un monde où il y a la guerre, où le crime est plutôt prospère Mhm. à ce moment-là. Au point que le pape, quand il vient visiter Napoléon, il se fait piquer ses bagages. C'est dire à Paris où on en est. Bah, alors, on va voir un peu après que ça date un petit peu, cette histoire. Et en fait, on a connaissance d'une vingtaine de complots contre Napoléon. Bon, finalement, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Par exemple, en décembre 1800, on a l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Alors là, c'est des chouans Mhm. qui veulent faire détonner des tonneaux de poudre. Mhm. Si tu veux, c'est l'attentat au chariot piégé, quoi. c'est un peu ça. Ils veulent faire détonner des tonneaux de poudre au passage du chariot de Napoléon. Bon, ils vont avoir pas un très bon timing. C'est nos amis chouans. Et en fait, le mec qui est censé donner l'alerte la donne trop tard. Le carrosse impérial est déjà passé. Et ça explose trop tard. Ouais. Bon, on tue quand même 22 personnes, hein. Oui, mais... 46 maisons qui sont soit détruites, soit inhabitables. Ah ouais, ils y étaient allés fort quand même. Ouais, ils vont pas avec le dos de la cuillère, nos amis chouans. Et comme il y a cet attentat, Napoléon est vraiment pas content, Mhm. donc il va punir tous les Jacobins. Bah, pourquoi pas les chouans, du coup, plutôt que les Jacobins. Parce que lui, il a décidé que c'était les Jacobins qui avaient fait ça. Voilà.
et que les Jacobins sont un petit peu chiants à ce moment-là pour lui. Ouais, ils doivent pas être trop pro-empire. Bah non, voilà. Et ils sont un peu plus embarrassants que les Chouans. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, en fait, Fouché, lui, il a découvert le complot, il a découvert les vrais coupables. Mhm. Et il va insister en disant, non, c'est les royalistes, c'est les Chouans. Et Napoléon va dire, non, Je te dis que non. je te dis que non. Alors, tes preuves, machin, c'est très bien, mais tu prends tes clics, tes claques, et c'est à ce moment-là qu'il se fait virer par Napoléon. Ah, c'est pour ça qu'il se fait virer? C'est pour ça qu'il se fait virer. Je me souvenais plus. Parce qu'il veut défendre la vérité. Ce qui doit pas lui arriver souvent, Ouais, quand même. c'est ça. Fouché, c'est quand même le mec qui s'embarrasse pas trop de ce genre de truc, mais bon. Il va y avoir plein d'attentats, des gens très ingénieux qui vont modifier des fusils, qui vont créer des machines explosives pour essayer de l'abattre. On va avoir aussi plein de trahisons en fait au sein de ces complots, ce qui fait que la plupart vont pas être mis en action parce que ils sont éventés. Mhm. Et moi, Comme souvent, les complots. comme souvent, et en fait, ça nous rappelle que un complot pour qu'il marche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mallet, c'est que bon, si t'as deux personnes qui complotent, c'est dur de les intercepter. À partir du moment où t'en as beaucoup, ça devient compliqué. Rappelez-vous de ça quand vous entendrez des gens parler du 11 septembre. J'ai même lu quelque part qu'il y a un scientifique qui a fini par inventer une loi statistique Oui. sur, en fonction du nombre de gens que nécessite une conspiration ou un complot, combien de temps ça peut rester secret. Et plus il y a de gens qui sont impliqués, plus Oui. c'est éventé rapidement, quoi. Oui, voilà, quand on parle de mettre des missiles à feu pour tirer sur le Pentagone et aller miner le World Trade Center, Oui, tout ça en même temps. tout ça en même temps, on est sur des milliers de personnes. Enfin voilà, juste faut se rappeler que s'il y a plus de 3 personnes impliquées, vous pouvez douter du complot. Voilà, on va avoir aussi un moment 2 Indiens. Des Indiens d'Inde. Oui, des Indiens d'Inde qui ont des poignards qui sont empoisonnés avec du poison qui vient de Java, qui vont essayer de l'attaquer. Genre, c'est les Assamites du coin. Oui, c'est ça, je sais pas pourquoi. C'est c'était des aides de camp aussi de généraux de Napoléon, je crois. On va voir même des tueurs à gages qui sont envoyés par les Anglais. Oui, normal. Mais bon, ça c'est... Ça, c'est une bonne guerre, quoi. Enfin, Ce qui est marrant, c'est que tous ces complots, en fait, on n'en parle pas beaucoup. L'attentat de la rue Saint-Nicaise est un peu connu, mais ces complots, on n'en parle pas beaucoup, notamment pour pas encourager la contagion. mhm. Enfin, Oui. pour pas qu'on se dise, ah tiens, ils ont failli tuer l'empereur, peut-être que c'est possible. Ouais. Si personne n'essaye, ça décourage les gens d'essayer. C'est une tactique, parce que l'autre tactique, c'est, vous avez vu, il résiste aux explosions, il résiste aux Oui, c'est balles, ça. il est... Iron Napoléon. Le dernier point, c'est est-ce qu'il a été assassiné à Sainte-Hélène? Ah oui. Alors moi, j'en sais rien. Non, j'ai lu des trucs comme quoi il aurait été empoisonné. Oui, en fait, je pense que c'est un peu... là, c'est un peu une sorte de... En tout cas, de ce que j'en sais, une sorte de mystère un peu ouvert. Donc, En je même sais temps. pas. Voilà, on peut finir ce petit passage sur le général Mallet, sur ce mystère. Moi, mais en même temps, je me dis, un type qui a fait autant de choses en aussi peu de temps, ça abîme, hein, quand même, parce Oui. qu'il devait être un poil stressé, quand même, Napoléon, pendant toutes ces années. Que son corps lâche après un an ou deux. Ses de retraite. ulcères, il avait du mal Ouais. à monter à cheval, enfin... Oui, voilà, qu'il se soit fait empoisonner ou pas, de toute façon, il n'aura jamais rien refait. Incroyable, quoi. Oui, plus le fait de rester à rien faire. Je sais pas si c'est le genre de personne qui supporte Ouais. bien Je pense pas. ce genre de truc. Eh bien, Et voilà, comment l'Empire a vacillé pendant quelques heures à cause d'un mec qui juste s'est dit « Allez, j'y vais au bluff j'y vais au bluff. De toute façon, au pire, il mettra 3 mois à rentrer. ». C'est ça. Quand il arrivera, peut-être que ça se passera bien. On va continuer à parler des problèmes d'insécurité dans les rues de Paris, qui Ah. donc, comme je le disais, datent un petit peu. On va parler d'ensauvagement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on va parler donc de Cartouche, le bandit, qui est un peu le Robin des Bois français, hein, le Oui. héros des faubourgs, à la langue bien pendue, hein, le brigand magnifique, le roublard au grand cœur, qui a été interprété par Jean-Paul Belmondo dans les années 60. Ouais. Belmondo, il joue que des héros, de toute Bah façon. oui, il Donc, joue pas des méchants. Voilà. Donc on va parler de Cartouche. Cartouche, de son vrai nom, Louis-Dominique Garthozen. D'accord, il n'y a pas de particules. Ah non, non, pas de particules. On n'est pas dans la particule, là. Non, on est dans le faubourg, hein, quand même pas mal. Parce qu'il naît donc en 1693,
fils de Jean Gartosienne, un ancien mercenaire allemand, qui s'est reconverti dans le vin. Donc, qui vend du vin dans le quartier de la Courtille. Alors, le quartier de la Courtille, c'est à peu près là où on enregistre maintenant. D'accord. C'est entre Belleville et le boulevard Beaumarchais, quoi, plus ou moins. D'accord. Donc, c'est à l'extérieur des murs de Paris, à l'époque. Et c'est un peu le quartier des plaisirs, quoi. Puisque t'es en dehors de Paris, bon, bah, t'as des bars interlopes, on va dire. D'accord. Oui, tu peux jouer au bonto. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là où la population vient s'encanailler. Il y en a un petit peu partout autour de Paris, mais donc les Courtilles, la Courtille. Et puis donc il y a la fameuse descente de la Courtille, parce que ça va durer longtemps, la descente de la Courtille, c'est au 19e siècle, on descend de Belleville, c'est une espèce de carnaval et tout. D'accord. Bon, bref, il est là-dedans. Gartosen, ça veut dire plus ou moins cartouche en allemand, on va finir par l'appeler cartouche, parce que Gartosen c'est imprononçable. C'est l'aîné de 4 enfants, il a 2 frères et une sœur, et il va être élevé au collège de Clermont, chez les jésuites. Le collège de Clermont, c'est le lycée Louis-le-Grand maintenant. D'accord. Oui, donc là, on est aussi dans l'éducation populaire. Alors, à l'époque, c'est les jésuites. Donc, Ils bon, prennent c'est tout le pas gratos, Oui. mais c'est pas non plus que la haute noblesse, quoi. Ouais. Et puis, bon, en échange, ils ont du fun. Ouais, je veux dire, chez les jésuites, tu t'amuses bien. Mais ça en fait un condisciple de Voltaire, parce que Voltaire était aussi, à cette époque-là, à Louis-le-Grand. D'accord. Enfin, au collège de Clermont. Sauf que, vers 11-12 ans, il se fait virer parce que, bon, il a volé l'argent de poche d'un de ses potes qui était plus riche. Bon, Il a redistribué. c'est ça, voilà. Il a redistribué l'argent de poche aux vendeurs de bonbons du coin. Donc, il se fait virer et il fugue parce qu'il a un petit peu peur que son père lui mette des mandales, quoi. Il se fait récupérer. 11-12 ans, t'es bien parti dans la vie. Ouais, Tu te dis, je peux vivre par moi-même. ouais, ça va. Bah, en fait, très vite, il rencontre une bande de tziganes qui vit un peu dans les faubourgs de Paris, et puis qui est un peu l'image d'Épinal du tzigane, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu des circassiens, un petit peu des voleurs, un petit peu des arnaqueurs, ils font du bento, quoi. Oui. Donc avec les tziganes, il apprend donc les tours de cartes, le vol à la tire, les acrobaties, il gagne des points en léger de main, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas tout à fait l'éducation du collège de Clermont. C'est pas pareil. Ça se complète. Ça, voilà, c'est ça. Ça se complète. Pendant quelques années, donc, avec les tziganes, bon, bah, il fait un petit peu le tour de France, machin. Et on le retrouve à Rouen, aux alentours de 15 ans. Alors, on sait pas trop pourquoi, mais il s'est séparé des tziganes. Et il est sur le point de s'engager comme mousse sur un bateau. Oui. Et il est reconnu par son oncle, qui lui dit, mais dis donc, Louis-Dominique, que fais-tu là? Je te ramène chez ton père. Bon, d'accord. Louis-Dominique Cartouche retourne chez son père, donc dans le quartier de la Courtille, et aide à l'entreprise familiale. Construit des tonneaux, parce que bon, quand tu vends du vin, tu construis des tonneaux. Dans le coin, des petits tonneaux, peut-être. C'est possible. Pour ceux qui connaissent le quartier de République. Ça se passe bien pendant un petit moment, sauf qu'il tombe amoureux d'une certaine Lison, qui est lingère, dans le coin, qui, de ce que j'en ai lu, est pas farouche, plutôt jolie, et très dépensière. D'accord. Sauf que quand tu fabriques des tonneaux et que tu as 16 ans, t'es pas très riche. Oui, non. C'est pas facile de l'emmener dîner aux chandelles, quoi. Et pourtant, il va réussir à l'emmener dîner aux chandelles, il va lui offrir un petit peu des bijoux et tout, parce que il va appliquer ce que lui ont appris les tziganes pour piquer des trucs. Pour se faire un peu d'argent de poche. Voilà, de poche des autres. Ne faites pas ça chez vous. Non. Enfin, ne faites pas ça dans la rue non plus. Oui, enfin, ne volez pas, c'est pas bien. Mais bon, ouais, il pique des trucs aux mecs du coin, quoi, aux mecs qui traînent, un petit peu aux bourgeois qui passent. C'est un peu de la débrouille, quoi. Ouais, c'est un peu de la débrouille. Puis finalement, c'est juste pour pouvoir emmener sa belle dîner, quoi. Donc ça va, c'est pas très grave. Oui, un délinquant. Un petit délinquant. Sauf que son père, il commence à se rendre compte, en fait, que avec ce qu'il lui file comme argent de poche, c'est pas possible qu'il aille dîner tous les soirs avec sa belle, machin, puis il s'habille bien, en plus. Tu vois, il met de l'eau de Cologne. Oui. Il achète des filas, quoi, tu vois. Donc son père, il commence à avoir un petit peu la puce à l'oreille, et puis il se trouve qu'il va voler un grand bourgeois qui est sur le point d'épouser sa sœur, et que du coup, le mariage va pas se faire. La sœur de Cartouche ou la sœur de... La sœur de Cartouche, ouais. Ah d'accord, c'est pas le gros bourgeois qui veut se marier en famille. Non, il va épouser son potentiel futur beau-frère. D'accord. Bon, du coup, ça va pas se faire, donc le père est un petit peu en colère. Il va faire un petit peu jouer ses relations pour obtenir une lettre de cachet pour aller foutre son fils en prison. Oui, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Voilà, ça. Voilà. Donc il fugue. Parce que la prison, c'est pas hyper cool. Non.
Il devient laquais chez le marquis de Saint-Acre. Et dans la maisonnée, on se rend compte qu'il gagne souvent aux cartes quand même. Mais genre vraiment souvent. Et puis quand il va au tripot avec les autres, c'est toujours lui qui gagne aussi. Bon, ça commence un petit peu à devenir suspicieux. Oui, la chance, au bout d'un moment, ça fait des envieux. Voilà, donc il se fait virer. Pour subsister, il devient informateur de la police, qui le paye 2 sous par jour. Un mouton. On peut dire ça comme ça, effectivement. Il Une me mouche. semble ou que un c'est mouton. comme ça qu'on disait à l'époque. Ou une mouche. Bon, mais ça va pas durer très longtemps parce qu'il va devenir adjoint d'un sergent recruteur pour l'armée, donc. Ils ont en fait un stratagème pour engager des mecs, c'est-à-dire qu'ils les attirent en leur disant « Ouais, t'as envie de voir du pays, d'apprendre un métier », enfin, tu vois, alors les pubs de l'armée. Et puis, Cartouche, Oui. lui, il est censé ouvrir des bouteilles de vin et leur dire ouais, mais ouais, si, c'est vachement bien. Et bon, les baratiner un petit peu le temps qu'ils picolent. Une fois que les mecs sont raides morts, on leur fait signer un machin, enfin, on leur fait mettre une croix en bas d'un papier. Puis après, on remplit le papier en disant oui, sous-signé, machin, accepte de rentrer dans l'armée. Et puis quand ils se réveillent avec la tronche en biais parce qu'ils ont trop picolé, L'approche en biais, un uniforme. voilà, Et et 5 sous sur dans la le- poche. sur la plage du débarquement. Et qu'on lui dit allez, maintenant tu cours. Non, en fait, c'est qu'on leur a filé leur première solde. Et comme ils ont déjà leur première solde dans la poche, ils peuvent plus partir. Enfin, ils veulent, mais on leur a dit bah non, t'as pris ta solde. Oui. Maintenant, faut que tu bosses, hein, mon pote. Bon, ça marche pendant un petit moment, puis un jour, le sergent recruteur, il est censé en recruter 6, il en a que 5, et il prend Cartouche, qui a aussi un peu trop picolé, et hop, armé. Il va faire la guerre de succession d'Espagne. Parce D'accord. que là, on est sous Louis XIV, Louis XIV aime bien se battre, quoi. Arrive 1714, fin de la guerre de succession d'Espagne, mort de Louis XIV. Donc là, il a quel âge? 1714, il a 21 ans. D'accord. 21 ans, fraîchement retraité de l'armée, parce que bon, en gros, à l'époque, surtout quand tu te fais engager comme ça, une fois qu'il n'y a plus de guerre, on te dit casse-toi. Hein. Lieutenant et chômeur, lui aussi. Alors, pas lieutenant, hein, a priori, D'accord. plutôt seconde classe, quoi. Oui. Bon, j'ai lu quelque part qu'il s'était plutôt bien débrouillé à l'armée, mais en fait, on n'a aucune preuve parce qu'il n'y a pas de... Oui, c'est lui qui l'a dit en fait. Ouais, c'est ça. Donc, comme beaucoup de soldats, il se retrouve sur les routes de France avec, il sait se battre, il sait voler, mais c'est tout. Et puis, ils n'ont pas de pension, hein. Pas comme si on leur donnait, on les envoyait à l'université après. Oui, en question de transfert de compétences, c'est pas tout à fait ça. Il peut C'est être pas vigile. fou. Il peut être vigile. Bon, il décide plutôt de rejoindre une bande d'anciens soldats qui écument un peu la campagne, quoi. Pour être vigile? Pour subsister, on va dire. D'accord. C'est pour être vigile de gens qui n'ont pas choisi qu'ils avaient besoin d'une Protection. protection. Voilà. Et puis, un soir de beuverie, le chef de la bande, il lui dit, tu sais, moi, je sais pas nager, hein, Cartouche, si tu voulais devenir chef de bande, il suffirait que tu me jettes à l'eau. Bon, voilà. Le Famous mec, last words. voilà, c'est ça. Le mec finit dans la Loire et Cartouche devient chef de bande. Et comme il a un petit peu d'ambition, la campagne, ça le saoule, donc il remonte à Paris. Ouais. Et puis, à Paris, avec ses anciens soldats, il en retrouve plein d'autres. Et il se trouve que Paris, à l'époque, c'est un peu le paradis des voleurs. Parce que, donc, c'est la Régence. Puisque Oui. Louis XIV est mort, Louis XV est encore trop jeune pour régner, c'est Philippe d'Orléans le régent. Et comme à la fin du royaume de Louis XIV, c'était un petit peu collé serré, parce que il était devenu un petit peu cato sur ses vieilles années, Louis XIV, à cause de sa dernière femme, quand le régent il prend le pouvoir, ça se libère. Avec son conseiller, l'évêque Dubois. Oui, par exemple. Il y a un très bon film de Blier, je crois, Oui. avec Jean Noiret, Philippe Noiret, Oui. qui joue le régent. C'est très drôle. Et Et- on reparlera peut-être de l'évêque Dubois. Je crois que c'est Jean Rochefort qui joue l'évêque du Bois là-dedans. C'était mon autre choix de petit sujet qui a été... Ah on va en reparler. On en reparlera la prochaine fois. Bref, la Régence, c'est un petit peu l'âge d'or du libertinage à la française, ça se lâche quoi. Donc il y a beaucoup de fêtes dans Paris. Et puis au même moment, il y a le système de Law qui se met en place. John Law, un Écossais, Oui. qui, alors j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais fait qu'il y a beaucoup de spéculateurs, il y a beaucoup de nouveaux riches. Oui, Dans c'est les- une première tentative de banque. Enfin, Ouais, c'est ça. On en parle un petit peu plus tard. Mais ce qui fait que, voilà, c'est le paradis des voleurs, hein, Paris. En plus, comme il y a plein de soldats à la retraite, que certains de ces soldats sont engagés dans la police, mais enfin bon, oui. voilà, c'est cool. Donc, Cartouche, il fait grandir sa bande, hein, il engage d'autres anciens soldats, ses frères et sœurs, parce que
La famille, Oui. c'est important. Faire croquer un peu. Voilà. Et puis, tout ce qu'ils trouvent de cambrioleurs, de voleurs et de voleuses à la tire, de filles de joie, de rustlers, d'indicateurs, de valets et de laquais divers qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois. Enfin bon, tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, après, j'imagine qu'il va aider les pauvres, monter une association contre le cancer, ou Ouais, un peu de choses près. Presque. vaincre la myopathie, enfin, un truc comme ça, quoi. Presque. Bon, en tout cas, sa bande, on peut même commencer à parler d'armée, parce qu'en fait, ils vont être jusqu'à 2000. Oui, quand même. Et puis, il va les organiser comme à l'armée. C'est-à-dire que lui, c'est le capitaine, c'est le chef, mais en dessous de lui, il y a des lieutenants, et puis il y a des sergents, des caporales, etc. Et puis, c'est bien organisé. T'as des équipes spécialisées dans le cambriolage, dans le recel, dans le vol à la tire, dans... Il est pas très management hiérarchique. Non, c'est pas très horizontal tout ça. Mais ça marche, du coup. Le truc vertical, ça fait de lui le roi des voleurs. Ils ont un QG dans les carrières de Montmartre, qui sont plus ou moins... le QG plus ou moins souterrain, sur lequel il y a une école du vol. En fait, ils ont des mannequins avec des clochettes, où il faut que tu arrives à faire les poches du mannequin. Oui, le truc que tu vois dans les jeux vidéo, dans les films. Dans tous les films de brigands un petit peu de l'époque. Paraît-il, lui est extrêmement fort à ce jeu-là, parce qu'il a appris que les Digan en même temps. Oui, et puis en même temps, c'est lui qui a monté le jeu. Donc... Oui. Non, mais alors, il paraît quand même qu'il est hyper agile. D'accord. Il est pas très grand et tout, mais il est particulièrement agile et costaud. Bon, mais toute cette armée de voleurs, il y a quand même des règles un peu strictes. Hein. On ne tue que si nécessaire. Oui, alors... Après, si nécessaire, c'est toujours un peu... Le problème, c'est que c'est au jugement du mec qui vole, mais qui tue. On ne tue que si nécessaire. On ne vole pas la même personne plusieurs fois d'affilée. Donc quand tu voles un mec, tu lui files un mot de passe ou une petite carte, j'ai déjà été volé le tel jour. J'ai un reçu. Ouais, j'ai un reçu. Comme ce qu'ils voulaient mettre avec les flics à un moment pour les contrôles d'identité. Ouais. Ou comme quand tu te fais choper. À récépissé. Voilà, t'as un récépissé de vol. Non, mais comme quand tu te fais choper dans le métro, tu vois, on te file un ticket, c'est bon, tu peux finir ton trajet. On rend les objets personnels, c'est-à-dire que quand on vole et puis qu'il y a une lettre d'une amoureuse, on rend la lettre de l'amoureuse, parce que ça vaut rien. Et on s'attaque en priorité aux riches et aux nobles, pas aux petites gens, puisque on va faire ruisseler, quoi. Oui, et puis ils ont plus d'argent. Oui, de toute façon. Donc, Cartouche et sa bande, ils ont une certaine popularité, en fait, dans les faubourgs. Oui, c'est une sorte de mafia avec qui tu vis. Enfin, voilà, avec qui tu vis. Ouais, mais sauf qu'ils font pas le racket. D'accord. Tu vois, par rapport à la mafia italienne aux États-Unis, par exemple, ils font pas de racket. Ils font vraiment que du vol, du cambriolage, un peu d'extorsion par-ci par-là, mais bon, de kidnapping, mais pas de racket. Donc, la population, en fait, elle voit juste le ruissellement, quoi. Oui. C'est bien. Et puis, il fait un petit peu des coups d'éclat. Par exemple, la mode à l'époque est à la garde d'épée particulièrement ouvragée, donc en or ou en argent avec des pierres précieuses, etc. Sauf que ça pèse lourd, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Donc les nobles, c'est pas très pratique. alors déjà, c'est pour se battre. Non, mais c'est pas vraiment pour se battre, c'est pour faire genre, quoi, dans la pour la rue. para, oui. Ouais. En fait, c'est tellement pour faire genre que généralement, il n'y a pas de lame. Il y a une baguette en bois à l'intérieur du fourreau, c'est juste pour se la péter. Du coup, c'est hyper facile à voler, parce que pour le voleur, il suffit de péter la baguette en bois, et puis tu te barres avec la poignée. Donc il y a une épidémie un peu de ce truc-là. Du coup, le régent veut changer la mode et dire non, mais on va revenir au fer à l'acier, quoi, des vraies gardes d'épée. Et il se fait fabriquer une garde d'épée particulièrement ouvragée, mais en acier, qui se fait voler à la sortie de l'opéra par un complice de Cartouche. Sauf que quand ils se rendent compte que c'est de l'acier et pas de l'or ou de l'argent, ils sont un peu vénères. Et du coup, Cartouche fait renvoyer l'épée cassée, avec le bout cassé, avec un mot qui dit « Au plus grand voleur de France qui a tenté de faire tort à Cartouche, son confrère ». C'est un peu classe. Oui. Un soir, paraît-il, il sauve un marchand qui est sur le point de se suicider en se jetant dans la Seine. Il lui dit, faut pas mourir et tout, qu'est-ce qui se passe? Et le mec lui dit, je suis endetté jusqu'au cou, j'arriverai pas à rembourser. C'est Jamel Debbouze dans Angela. Ouais, c'est ça. Alors j'ai juste vu la bande-annonce. Hein. Ce n'est pas un très bon film. Jamel Debbouze est pas mal dedans, mais ce n'est pas un très bon film. Bref, Cartouche va rembourser les dettes de ce marchand pour qu'il ne se suicide pas. Et puis, en fait, comme il a fait venir tous les créanciers au même endroit pour les rembourser tous d'un coup, il va tous les voler juste après. Oui, c'est simple. C'est simple, facile. Mais panache, quoi, un oui. petit peu. Le système de l'eau dont je parlais, il va en voler pour 1 300 000 livres. D'accord. Ce qui est un beau vol, quand même. Hein. Il va organiser des carnavals. Enfin bon, il y a des carnavals qui sont organisés à la Courtille, donc dans les faubourgs. Et pendant ces carnavals, avec ses complices, ils vont faire promener des charrettes avec des mannequins habillés comme des policiers
pour que la populace puisse les battre. C'est sympa, c'est marrant. Il va se faire aussi un plaisir d'attaquer les carrosses sur la route qui va entre Paris et Versailles. Mais que dit BFM? Ben, BFM parle dans Sauvagement à ce moment-là. On va en reparler de BFM. Donc, ils attaquent particulièrement les riches. Donc, ils cambriolent les bijouteries et les hôtels particuliers. Surtout que comme il y a plein de nouveaux riches, il y a plein de luxe ostentatoire, comme on dit. Il va faire des évasions rocambolesques. Il va passer par les toits, par les cheminées. Il va se déguiser. Un soir, par exemple, pour s'échapper, il rentre par la fenêtre de la veuve du maréchal de Boufflers, qui est donc une dame d'un certain âge, veuve, riche, Oui. qui voit débarquer par sa fenêtre Cartouche. Un peu apeurée, elle est prête à appeler ses serviteurs, mais Cartouche lui dit non, vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous. Moi, ça fait toute la nuit que je cours là. J'ai juste besoin d'un bon repas, du champagne, et puis d'un lit, et puis je vous promets, demain matin, je me casse et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Elle fait monter un repas du champagne, il mange, il critique le champagne qu'il trouve pas terrible, et puis il se couche. D'accord. Pas avec la maréchale, il se couche dans le... Oui, parce que j'ai vu des documentaires où... non. Là, il se couche dans le lit de la dame de compagnie, quoi, à côté. D'accord. Et puis au petit matin, il s'est barré. Et quelques jours plus tard, la maréchale reçoit une caisse de champagne bien meilleure que Cartouche vient de voler à un type, qui du coup va aller les réclamer à la maréchale, qui dit bah non, je les ai gagnés, voilà. Il va y avoir un Je suis pas procès. riche pour rien. Voilà, il va y avoir un procès qu'elle va gagner quand même. Et puis un peu plus tard, lui et sa bande attaquent un carrosse. Et puis quand il voit qu'est-ce qu'il y a dedans, il retrouve la maréchale et il dit à ses complices ah non, elle c'est bon, elle a le droit de passer. Elle est Donc, sympa. Ouais, il lui file un laissez-passer, ou le mot de passe. Et puis, paraît-il, même, il lui aurait donné une bague avec un diamant dessus. Bon, désolé, on vous a fait peur. Bon. Donc, c'est plutôt cool. Oui, il est plutôt grand cœur. Voilà, c'est ça, flamboyant, quoi. On voit bien Belmondo faire ça. Oui. Fin 1720, il se fait arrêter, mais il arrive à s'évader en mars 1721. Et alors, c'est la procédure à l'époque, quand il y a un mec qui s'évade, le cri public, donc tu sais, les mecs qui crient dans la rue en livrée et tout, machin, doit dire aux quatre coins de Paris, Sieur Cartouche, rendez-vous, parce que sinon, attention, pompon. Donc le cri public fait ça, et sur une des places où il crie, il y a un type dans la foule qui dit Cartouche, présent, et puis qui se barre en courant. A priori, c'est Cartouche. Donc là, tout le monde le connaît, encore plus, tu vois, c'est formidable. Et du coup, la police, elle le prend mal, elle met une prime de 10 000 livres sur lui, puis de 24 000 livres, ce qui fait qu'un de ses lieutenants, un certain Grutus du Châtelet, va le trahir. Oui, l'honneur des voleurs, tout ça. Ouais, bon, il va négocier une immunité parce que il est pas blanc-bleu, Grutus du Châtelet. Donc il se fait trahir et dans la nuit du 14 octobre 1721, dans le cabaret du Pistolet, alors qu'il en a 6 de pistolets dans sa chambre, il se fait arrêter parce qu'il était en train de repriser ses culottes. Bon, ça arrive à tout le monde, voilà. Du coup, la police le ramène au Châtelet, donc dans le centre de Paris, à pied, pour que toute la populace voit que Cartouche s'est fait arrêter, puis sans culotte, du coup, en chemise. Quelques jours plus tard, il arrive à s'évader en creusant un tunnel sous le Châtelet. En fait, il est dans les geôles qui sont tout au fond du Châtelet, donc près de la terre, enfin des égouts, quoi. Et il est dans cellule avec un type qui est maçon. Et qui, du coup, lui dit « Attends, mais cette pierre-là, on peut la déceler et tout. » Puis qu'ils se mettent à creuser. Ils creusent. Ils arrivent jusque dans une maison à côté. Et au moment où ils vont sortir de la maison, le chien de la maison aboie, fait un boucan d'enfer. Ça rameute la patrouille qui passe à côté. Pouf, ils se font reprendre. Pas de bol. Pas de bol. Bon, pendant qu'il est en prison, il va recevoir un petit peu le tout pareil. Mais je rassure nos auditeurs, le chien va bien. Ah oui, très bien. Ça va. Tout le monde va bien, là. Il n'y a pas eu de problème. Pendant qu'il est en prison, donc, y a le tout Paris qui vient. La maréchale va revenir, puis lui filer un petit peu de pièces pour améliorer son ordinaire. Il y a Marc-Antoine Legrand de la Comédie Française qui va venir parce qu'il fait des recherches pour une pièce qu'il est en train d'écrire qui s'appelle Cartouche ou les voleurs, qui va jouer le 20 octobre 1721, pendant que Cartouche est encore en prison. D'accord. Bon. Il paraît même qu'il y aura le régent qui serait venu le voir. Bon, ça c'est un peu... c'est pas sûr. Oui. C'est pas sûr. Bref, il est passé à la question ordinaire et extraordinaire. La torture, Oui. Il échappe à la torture par l'eau. Alors, pas le waterboarding, le truc un peu comme dans Les Visiteurs, tu sais, où on te fait boire 25 litres d'eau. Machin. Ça, on lui fait pas. Par contre, on lui fait les brodequins. Ah, les gants et les chaussures qu'on... Alors là, c'est que les chaussures, mais ouais. Les voilà. Des chaussures en bois dans lesquelles on met des vis et tout, ça te pète tous les os. Pendant la torture, il révèle rien.
muet comme une carpe. En fait, il dit moi, je m'appelle Louis Bourguignon, je suis pas Cartouche, je sais pas de quoi vous parlez, ça n'a rien à voir. Rien à voir. On me surprend souvent pour lui. Ouais, Ça m'arrive tout le temps. C'est qui ce mec? mais rien à voir. Et le 26 novembre 1721, il est condamné à mort, à être roué vif en place de Grève. Et quand il arrive sur la place de Grève, en fait, il est persuadé que ses complices vont le sauver. Et Oui. il voit qu'il n'y a personne de ses complices dans la foule, parce qu'il y a une grosse foule quand même. Mais il voit qu'il n'y a personne, et donc au moment où on le met sur la roue, il dit au bourreau « Attendez, j'ai des trucs à dire. Je suis prêt à passer aux aveux. » On le ramène en prison. Pendant 18 heures, il va baver sur tous les mecs qu'il connaît. Il va donner 90 complices quand même. Ah oui. Bah, sur 2000, Oui, c'est pas tant que ça. Mais... après, lui, peut-être qu'il connaissait pas les 2000. Ouais, c'est ça. C'est le problème des trucs pyramidales. 90 complices, en fait, il y en a certains qu'on va faire venir devant lui pour faire des confrontations, tu vois. Oui. On va même faire venir une femme qu'il a dénoncée, puis au moment où elle arrive, il dit non, mais en fait, j'ai rien à dénoncer, je voulais juste la voir une dernière fois, l'embrasser et lui dire adieu. Ah, c'est classe. Panache. Panache. Il va quand même exonérer ses frères et sœurs et ses parents en disant non, ils n'ont rien fait, je vous jure, c'est des honnêtes gens. Et donc, le 28 novembre 1721, retour sur la place de Grève, Oui. comme il a... Parce qu'il est toujours condamné à mort, il a beau avoir avoué. Par contre, comme il a avoué, il bénéficie d'un retentum. Ce qui veut dire que... Parce que le supplice de la roue, c'est en gros, t'attaches un mec à une roue. Et tu le tapes jusqu'à ce qu'il meure. Voilà, avec une barre de fer. Le retentum, c'est t'attaches le mec à une roue, tu l'étrangles discrètement, histoire qu'il meure avant que tu lui brises tous les membres avec une barre de fer. Donc voilà. Et il meurt donc le 28 novembre 1721. D'accord. C'est une belle histoire. Alors c'est marrant, je sais pas pourquoi, mais je sais pas avec qui je confonds. J'avais dans l'idée que notre ami Cartouche, il devenait au service du roi et... Alors peut-être que dans le film de Belmondo, il fait ça. Non, mais je pense que je confonds. Peut-être. Après, je dis que c'est une belle histoire, parce que tout ce que je viens de raconter, a priori, c'est faux. D'accord. C'est lui qui l'a... Enfin, c'est lui qui l'a... C'est lui, c'est d'autres gens, c'est... on va voir. En fait, reprenons un peu au début. Son père est pas du tout marchand de vin, il est juste tonnelier. Il construit des tonneaux, donc bon, pas top. Les jésuites, Louis le Grand, tout ça, jamais. En fait, Cartouche, il sait pas écrire. À la fin, ses aveux, il les signe avec une croix. D'accord. Donc le latin, c'est pas pour lui. Non, pas trop. Les tziganes... Bon, en fait, peut-être qu'ils l'ont kidnappé plus qu'ils l'ont adopté. Bon, toujours est-il, il passe quand même un peu de temps avec les tziganes, mais en fait, il l'abandonne à Rouen parce qu'il est malade. Et que les tziganes, ils ont la police sur le dos, et donc ils se barrent, ils le laissent à l'hôpital. Il se fait bien récupérer par son oncle, mais l'oncle, c'est aussi un brigand. Oui. Bon, ça arrive. Quand il devient chef de bande, c'est pas parce qu'il a acheté un type à la Loire, c'est juste parce que l'ancien chef s'est fait arrêter. Bande, ils sont 6, hein. Il y en a 3 qui se font arrêter, ils sont 3 à la fin. Il faut bien commencer quelque part. Ça reste une bande, ils sont plus que 2. Ça reste une bande. Et la bande qui va, parce qu'il va quand même avoir une bande, une clique, comme on dit à l'époque, en fait, elle va jamais dépasser 30 personnes. D'accord. Et encore, 30 personnes, c'est en comptant large, quoi. Parce qu'à Paris, il y a bien des milliers de voleurs. Il y a plein de voleurs. Notamment à cause du système de l'eau dont je parlais. En fait, ça commence en 1716, juste au moment où le régent prend le pouvoir. Le royaume, à l'époque, a 2,8 milliards de livres de dettes. Donc, ils ont besoin d'oseille. Oui. Et donc, John Law, cet économiste écossais, propose de faire du papier-monnaie. Et il va obtenir du régent l'autorisation de faire une banque, qu'il va appeler la Banque Générale, qui va émettre des actions, donc du papier, qui va vendre pour 1/5 de leur valeur en or. C'est-à-dire que si tu les achètes, tu achètes une action de 300 livres, de 500 livres, on va dire, pour que ce soit plus simple à calculer, t'arrives avec 100 livres en or, c'est bon, ils te l'achètent pour ça. Parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est de récupérer de l'or. Ils ont besoin de vrais métals précieux, quoi. Ça va tellement bien marcher, ce truc-là, que très vite, John Law, il va pouvoir racheter la Compagnie d'Occident, donc la Compagnie des Indes des Antilles, quoi. Oui. Qu'on va d'ailleurs appeler la Compagnie du Mississippi. Et puis qui va gager ses actions, donc sur cette compagnie, et sur le territoire de la Louisiane. C'est-à-dire que à un moment donné, il va vendre des bouts de Louisiane. Oui. Comme c'est trop loin et que personne va vérifier que c'est un marais, en fait, la Louisiane, il y a plein de gens qui sont là, mais super, j'achète des terres, ouais. Ouais, je suis propriétaire terrien. Voilà. Et ça marche tellement bien qu'il finit par faire des billets de banque. C'est les premiers billets de banque en France. Oui. Tout ça fait qu'il y a plein de spéculateurs, qu'il y a plein de mecs qui arrivent avec les poches bourrées d'or et d'argent, parce qu'en plus, il prend le métal, c'est-à-dire que tu peux payer avec des fourchettes en argent, si tu veux. Oui. L'important, c'est que ça soit du métal-argent. Après, ils iront le avec des dents en refondre. or, bon. Oui, aussi, si c'est vraiment de l'or.
Après, ils iront le refondre et retaper des pièces, mais bon. Donc, il y a plein de mecs avec les poches pleines d'or, t'as plein de spéculateurs qui font des fortunes en une journée et qui perdent des fortunes en une journée. T'as un marché secondaire, en fait, des actions qui se crée rue Quincampoix, qui est à côté de la rue Vivienne où est placée la banque de l'eau. Et rue Quincampoix, c'est la foire d'empoigne, quoi. T'as tous ces types qui s'échangent du papier-monnaie. En plus, le papier-monnaie, à l'époque, c'est facile d'en faire défaut, hein, quand même. Oui. Il n'y a pas beaucoup de filigrane. Non, il c'est un petit peu, quand même, mais enfin, bon, voilà. Et donc, tous les voleurs de Paris, tous les mecs qui sont pas forcément voleurs à la base, d'ailleurs, ils ont un vrai métier, mais ils sont un peu au chômage pendant quelques temps, ou t'as un type qui leur dit, vas-y, fais le guet à ce moment-là, ou Oui, aide-moi. c'est alléchant aussi. Ouais, c'est alléchant. Et comme je l'ai dit, il y a plein de nouveaux riches qui sont plutôt dans le luxe ostentatoire. Les broderies, les palais qui se créent comme ça pour rien. Et puis, des types qui, du coup, engagent des laquais. Parce que quand t'es riche, bah, il te faut un laquais. À l'époque, t'as quand même 150 000 laquais pour 800 000 Parisiens. D'accord. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et des laquais qu'on engage bah, un petit peu comme Mallet engage ses lieutenants, quoi. Tu vois, bon, on prend des types dans la rue, tu veux devenir laquais? Ouais, ouais, super. C'est pour ça qu'en fait, Cartouche, il a plein de complices dans les hôtels particuliers et qu'il arrive à faire des cambriolages. C'est parce que les laquais, en fait, c'est des voleurs. Oui. Enfin, Cartouche. C'est des mecs pas très honnêtes. Oui. Enfin, Cartouche, les voleurs, en fait. C'est pour ça qu'il y a Oui. plein de cambriolages. Donc, ouais, ça fait un petit peu une poudrière, tout ça. Hein. Les nouveaux riches. Là, en plus, la population, elle vient de se taper plus ou moins 60 ans de guerre à cause de Louis XIV. Donc, taxe. Entre les anciens soldats qui sont désœuvrés, qui savent rien faire à part tuer des gens, et puis les petits commerçants qui sont étouffés de taxes, ben voilà, ça... Il y avait aussi une pièce de théâtre il n'y a pas très longtemps sur le système de John Law et sa mise en œuvre, qui était sympathique, qui était joué par un mauvais humoriste et un mauvais historien, mais sympathique. la pièce était plutôt sympa. Je t'avoue que je résume vite parce que j'ai pas tout compris non plus sur le système de l'eau. Ce que j'ai compris, c'est que ça va vite se planter. Oui. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une peur, il y a des types qui vont dire... Enfin, en fait, il y a des gens qui vont se rendre compte que la Louisiane, c'est pourri, et tout le monde va revendre d'un coup, et tout va s'effondrer en 2 mois, je crois, ou même pas. Et notre ami John Law, après, on va gentiment lui dire tu rentres en Écosse. Ouais, c'est ça, casse-toi. Je crois non, il va à Venise après, parce que bon, banquier... Bon, puis il y a un autre truc qui fait que y a plein de voleurs à Paris. C'est que la police parisienne, à l'époque, c'est pas fou. En 1718, elle est dirigée par le marquis d'Argenson, qui va un peu généraliser les lettres de cachet pré-remplies, machin. Donc, oui, voilà, la probité. pas top. Donc, le marquis d'Argenson, il est lieutenant général de la police de Paris. Il va pas y rester très longtemps, parce qu'en fait, tous les 2 ans, plus ou moins, on change de mec. Il va y avoir son fils, 4 ans plus tard. Il y en a qui restent 2 mois. Enfin bon, le lieutenant général de police, c'est un poste qui a été créé pas très longtemps avant pour gérer un petit peu mieux la police. Parce que la police, à l'époque, c'est vraiment le foutoir. T'as le gars à pied, Oui, le gars à cheval, t'as 5 compagnies d'archers, oui, t'as des exemples de robes courtes, c'est-à-dire des nobles de robes, oui. mais qui sont exemples. Donc, en fait, ils sont pas avocats, ils sont inspecteurs, plus ou moins. Ok. Mais qui répondent un petit peu à qui ils ont envie de répondre. Oui, parce qu'ils sont nobles. Voilà, hein, quand même. Le tout commandé par 48 commissaires, des connétables, des officiers, le bailli du palais, le prévôt du palais, le procureur du roi, et donc le lieutenant général de police. Tout le monde se tire dans les pattes parce que... Parce que tout le monde veut grimper. Voilà. Personne. Enfin, j'imagine que c'est une administration où tu peux cacher des trucs assez facilement. Bah oui, c'est quand même début du 18e. Hein. Oui, et que en haut, t'as que des nobles qui sont jamais sur le terrain. Ouais, clairement, ils sont jamais sur le terrain et puis ils arrêtent pas de bouger. Donc, tu sais, je t'ai dit, le lieutenant général, il reste jamais plus de 2 ans. Et autre problème, ça c'est la police, mais la sécurité dans les rues de Paris, elle est donnée au régiment des gardes français, qui sont des militaires, qui sont à la base, alors c'est pas tout à fait les mousquetaires, mais c'est les mecs qui gardent le palais. D'accord. Qui sont avant les gardes suisses, quoi. Voilà. Donc, qui sont des militaires, qui sont engagés comme tous les militaires, pas dans les strates les plus hautes de la population. C'est-à-dire que les officiers... Il y a quelques militaires qui sont... Oui, les officiers sont nobles, mais le type mais qui les avec officiers, sa ils sont pas dans hallebarde- la rue, quoi. Ouais. Les mecs qui font les patrouilles dans la rue, c'est un peu des truands aussi, quoi. Et d'ailleurs, chez les archers, c'est pareil, hein. On prend pas... parce que on les appelle archers parce que ça fait cool, mais... Ouais, c'est pas Guillaume Tell, quoi. non, pas vraiment. Donc en fait, il y a une corruption galopante.
parmi tous les voleurs et cambrioleurs qui se font arrêter, il y en a plein qui sont archers ou qui sont gardes français. Et ça la fout mal pour le pouvoir, oui. pour le pouvoir et puis pour le lieutenant général surtout. Hein, c'est quand même pas fou. Et donc en fait, Cartouche, à partir du moment où il devient un petit peu célèbre, c'est l'excuse parfaite pour le lieutenant général. C'est attendez, moi il y a une armée de 2000 mecs, ils sont hyper organisés et tout, c'est pas ma faute. Et puis le type, il arrête pas de s'évader et tout, il se déguise, enfin c'est pas cool quoi. Il a pas le droit de faire ça. Et puis il se déguise souvent en archer et en connétable. Ouais voilà, comment on fait? Il y a une fois quand même, on l'a vu rentrer dans une maison et puis il y a un cuisinier qui est ressorti et quand mes archers ils ont dit bon on l'a arrêté Cartouche, le cuisinier a dit bah non parce que c'est moi, il leur a tiré dans la tête. Donc quand même hein, pas cool. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bon, la police met un petit peu beaucoup de choses sur le dos de Cartouche. Par exemple, le vol de l'épée du régent. Oui. Il a bien eu lieu par un voleur anonyme, on ne sait pas vraiment qui. Et la petite réplique un petit peu bien, qui en fait était le plus grand voleur de France ne devrait pas lésiner avec ses confrères, a été écrite par un pamphlétaire et pas du tout dite par Cartouche. Les 1 300 000 livres. Pareil, ils ont été volés par un mec, mais qui a rien à voir avec Cartouche, qui s'est fait arrêter, qui d'ailleurs, après, quand on l'interroge, lui dit « Oui, bon d'accord, j'ai volé les actions, mais elles valent plus rien aujourd'hui, donc ça va. » Oui. En même temps... c'est bon, quoi. Mais le type a rien à voir avec Cartouche, sauf que, voilà. Les bandits de grand chemin. En fait, Cartouche, il a jamais quitté Paris, enfin, à part quand il est à l'armée, mais à partir du moment où il est voleur, il est pas du tout bandit de grand chemin. Oui. En revanche, il y en a plein, des bandits de grand chemin. Il y a un certain Jacques Pélissier, par exemple, qui fait un peu des ravages sur les routes. Lui, il va voler l'ambassadeur de Turquie. C'est un petit peu comme le pape dont tu parlais. Oui. Sauf que l'ambassadeur de Turquie, il vient avec des cadeaux diplomatiques et tout, mais il se fait tout voler. Du coup, bon, on frise l'incident diplomatique. On dit non, mais c'est Cartouche, il est trop fort. Bah voilà, on dit que c'est Cartouche. On dira que Pélissier, c'est un des lieutenants de Cartouche. Ils ne sont jamais rencontrés. Ouais, en gros, bon, dès qu'il y a un vol, dès qu'il y a un truc, c'est à Cartouche qu'on l'attribue. Et puis le côté, c'est un brigand au grand cœur, on vole que les riches, on tue que si vraiment on n'a pas le choix et tout, c'est du flan tout ça. Oui. Bien sûr qu'on tue pour un oui ou pour un non, parce que y a un type qui a pas assez d'argent, parce qu'il se rebelle un petit peu. L'histoire de on vole pas 2 fois la même personne, si. Enfin, tant qu'il a des trucs, ouais, voilà, tu peux pas 2 fois de suite, parce qu'a priori la première fois tu l'as tout pris. Ouais, c'est ça. Mais sinon, bien sûr que les mecs, ils volent plusieurs fois la même personne. Et il tue un peu pour rien. Hein. En mai 1721, il y a un poète un peu sans le sou qui se fait agresser par Grutus du Châtelet, dont j'ai déjà parlé, oui. Le Craqueur et Saint-Roch, qui sont effectivement 3 types de la bande de Cartouche, cela dit. Le poète se défend un petit peu, enfin essaye de se défendre. Bon, il se fait buter. Ça arrive. Oui. Bon. C'est nécessaire. Voilà. Sauf que le lendemain, du coup, on a trouvé un poète mort dans les rues de Paris. Or... Oui, bon, j'imagine que aussi ça, à l'époque... Ça doit arriver. Mais il se trouve que à ce moment-là, quelques semaines plus tôt, en fait, un autre poète, un certain Grange Chancel, a publié Les Philippiques, un poème satirique, pamphlétaire même, contre le régent, dans lequel, entre autres, il accuse le régent d'être incestueux. Il l'accuse de tout, hein, plus ou moins. Mais incestueux, il paraît que c'est pas passé. Que là, Philippe, il a fait, non, là, c'est trop. T'as vu la gueule de ma sœur? Non, c'est avec sa fille, je crois. Enfin bon. Non, je crois que c'est avec sa fille, et du coup, c'est pour ça que ça le touche, parce qu'il aime bien sa fille. Bon. Donc, sa fille, Ivanka. Donc, lettre de cachet, et puis, Grange Chancel, en fait, on l'exile aux Antilles. Mais là, on a trouvé un poète mort dans les rues de Paris. Et les ennemis du régent, ils disent, mais c'est Grange Chancel. Le régent a payé Cartouche pour assassiner les pamphlétaires qui osent parler en mal du régent. Non. C'était un poète anonyme. Mais enfin bon. Attends, je comprends pas. C'est le régent qui aurait payé Cartouche? Ouais. En fait, c'est les ennemis du régent qui font courir le bruit que le régent a payé Cartouche pour assassiner, pour comme tueur à gage, quoi. Parce que du coup, moi, j'aurais tendance à dire qu'au contraire, tu dis, bah non, c'est pas Cartouche parce que lui, il tue pas. Ah bah non, parce qu'en fait, c'est sur les deux côtés, tu vois. Oui. T'as le côté Cartouche, c'est le grand, c'est le evil mastermind à qui on donne tous les défauts, en fait. Oui. Et puis, dans les faubourgs, c'est un petit peu un héros Robin des Bois, mais vite fait, en fait. En fait, le héros Robin des Bois, ça viendra après, une fois que Cartouche, il sera mort. Pendant que Cartouche, il est en vie, en fait, dans les faubourgs, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Oui. C'est un voleur parmi tant d'autres. D'ailleurs, pour la police, il apparaît un peu vers 1719 parce qu'il se fait dénoncer par des types. Mais bon,
parmi d'autres. Hein. Oui, j'ai fait ce vol. Bah, il y avait aussi Cartouche, Saint-Roch, des mecs comme ça. Il finit par se faire arrêter pour tapage parce que il s'engueule avec une de ses receleuses avec qui il est plus ou moins amant. Ils sont bourrés, bon, ils font un peu n'importe quoi. On appelle la garde, ils payent la garde, donc ça va. Par contre, quelques mois plus tard, il se fait arrêter pour le meurtre de Mandelot, qui est un autre voleur, mais qui était aussi indique de la police. D'accord. Du coup, la police va le mettre en prison. C'est à ce moment-là où il va s'évader, quelques mois plus tard. Et il y a effectivement quelqu'un qui va crier Cartouche présent au moment où le cri public demande à Cartouche de se rendre. On ne sait pas si c'est Cartouche, peut-être. Mais peut-être que c'est juste un plaisantin, quoi. Oui, ou un mec du Régent. Ou un mec du Régent. Si on veut être très... Oui, conspirationniste. complotiste. Bon, en tout cas, ça a eu lieu. Ce qui fait qu'il devient un peu célèbre, Cartouche, dans la population. C'est là où ça commence à partir, le côté Robin des Bois, il fait la nique à la police et tout, des trucs comme ça. Et c'est à ce moment-là aussi que la police se dit, bon, faut qu'on le chope quand même, Cartouche, parce que c'est bien. Ça a beau être une bonne excuse, mais à un moment, ça va être aussi une bonne excuse pour redorer notre blason et montrer qu'on est efficace. Voilà, c'est ça. Et donc, la police s'organise un petit peu mieux. Ils mettent effectivement une prime sur le dos de Cartouche, mais de 2000 livres, et pas 10 000 ou 24 000. Oui. Bon, 2000, c'est quand même une belle somme, hein, mais... Ce qui fait que, par exemple, l'exempt Huron, donc l'inspecteur Huron, accompagné de l'archer Pépin, vont vraiment faire une chasse à l'homme. Les types, ils vont ne s'occuper que de Cartouche. Ils vont finir par le choper en avril 1721 et par le blesser, mais il arrive à s'échapper. Pendant quelques mois, il va se réfugier en Champagne et il va usurper l'identité de Jean Bourguignon. Parce qu'en fait, il arrive dans un bled, donc un petit peu abîmé et tout, il est blessé, et il y a une fille qui lui court au cou en faisant « Jean, t'es enfin rentré » et tout, machin. C'est la sœur du véritable Jean Bourguignon qui était parti à l'armée, qui était jamais rentré. Mais ils se ressemblent, les deux mecs. Oui. Et donc on emmène Cartouche, Cartouche, il suit sa pseudo-sœur, jusque chez la mère, qui reconnaît son fils. Et donc pendant quelques mois, il va vivre comme Jean Bourguignon, rentré de la guerre, le temps de se soigner. Puis il rentre à Paris, parce que bon, la Champagne c'est sympa, mais pas tant que ça. Huron et Pépin vont continuer à lui courir après. Il va finir par tuer Huron avec des complices, et Pépin, pareil, quelques jours plus tard, il le chope dans une rue et il le tue. Du coup, la police est encore un petit peu plus vénère. T'as un officier des gardes français, un certain Pécom, qui se dit, bon, on va envoyer les militaires. Tant qu'à faire. Donc il en prend 90, il leur dit, vous vous habillez en civil, mais vous gardez vos armes, et puis vous patrouillez dans les rues, et dès qu'il y a un type qui ressemble à Cartouche, vous me l'arrêtez, vous me le tabassez. Bizarrement... Beaucoup de tabassage. Beaucoup de tabassage. La délinquance redouble, ça n'a pas très bien marché. Parce qu'encore une fois, les gardes français, c'est pas vraiment les enfants de cœur. Et puis quand on les autorise à se balader sans uniforme, mais avec leurs armes... Oui, bizarrement, ils tabassent beaucoup de gens qui ressemblent à Cartouche et qui avaient les poches pleines. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à Cartouche. Mais Cartouche, il commence à stresser. Il va tabasser un indique de la police en pleine rue. Il va tuer au moins 4 de ses complices ou de gens dans son entourage qu'il prend pour des indiques, notamment un de ses cousins, le fils de l'oncle qui l'a ramené de Rouen. D'accord. Et puis, il y a un jour où un de ses supposés balances, là, on va le retrouver, je cite, les parties dans la bouche, le nez coupé, le cou coupé et le ventre ouvert dont les entrailles sortaient, avec un message écrit avec du sang, mais paraît-il très bien écrit. CJ Jean rebâti, qui a eu le traitement qu'il méritait, ceux qui en feront autant peuvent attendre le même sort. D'accord. En fait, Jean rebâti c'est de l'argot, ça veut dire assassiné. Il s'appelle Jean Lefebvre et il était garde français. Ok. Donc ils sont pas contents. La police. Donc là, c'est déclaration de guerre. Ouais, un peu. Il semblerait que ça soit Gurtus du Châtelet qui est un petit peu, se soit un peu amusé avec le corps. D'ailleurs, au point que moi je me demande si c'est pas Gurtus du Châtelet qui était le chef de bande et Cartouche le lieutenant et pas l'inverse. D'accord. Parce qu'il a l'air d'être beaucoup plus vénère, Gurtus du Châtelet. Ouais, et puis j'ai l'impression que le côté chef de bande, en fait, je sais même pas s'il y a des vrais chefs. Bah, pas vraiment, mais bon, c'est dans un... c'est pas l'armée, quoi. Non. J'imagine que t'en as qui sont plus grande gueule que d'autres, mais que c'est plutôt des mecs qui se mettent d'accord à un instant T pour faire un truc ensemble que... Ah oui, la plupart des bandes, c'est ça. Moi, je dis que c'est peut-être Gurtus parce que je me dis que c'est un monde quand même où il n'y a pas vraiment de loi. Oui. Et que Gurtus, ayant l'air d'être le plus vénère,
Oui, C'est le type à qui t'as pas envie de dire non, parce que t'as peur qu'il te coupe en deux, quoi. c'est vrai. Bon, toujours est-il, Gurtus se fait arrêter, c'est bien lui qui va dénoncer Cartouche. Les gardes français, en fait, le même officier des gardes français qui, cette fois-ci, on va prendre 40 vétérans dont on est un petit peu plus sûr, dont on est certain qu'ils sont vraiment gardes et pas assassins, qui vont effectivement venir arrêter Cartouche, qui va effectivement dénoncer plein de gens, mais en fait, les gens qu'il connaît, parce que bon, il a fait partie de plein de coups, et puis ils vivent tous un peu au même endroit, en fait, les voleurs dans les faubourgs. Dans tous les mecs qu'il va dénoncer, qui après eux-mêmes passeront à la casserole, les autres, ils vont jamais parler de Cartouche comme étant un chef. Il y en a, la plupart même ne vont jamais parler de Cartouche. Ils vont juste dire oui, on a fait un coup ensemble, mais bon, c'est tout. Ouais, je le connais. Mais donc les mannequins pour s'entraîner à voler. A priori non plus. Même le QG dans les carrières, non, en n'existait forme pas. de crâne. Ouais, non, ça n'existait pas. Et après, la police va utiliser en fait le fait qu'ils aient arrêté Cartouche et puis les dénonciations enchaînent, hein, parce que il y a pas d'honneur parmi les voleurs, donc les types vont tous se balancer. Ils vont quand même arrêter 700 mecs, hein. Et oui. la plupart, ils les passent à la roue ou à la pendaison, quoi. Parce que bon, Oui. justice un petit peu expéditive. Et en fait, sa légende, elle commence tout de suite, comme je disais, en 1721, pendant que Cartouche il est encore en prison. Donc Marc-Antoine Legrand de la Comédie Française va venir le voir pour écrire une pièce qui va être jouée avant que l'autre sorte. La Comédie Italienne, qui est dirigée par Lelio Riccioboni, va aussi jouer une pièce sur Cartouche qui s'appelle Harlequin Cartouche en 1721. Et un certain Nicolas Racco de Grandval en 1725 va publier un poème qui s'appelle Le vice puni ou Cartouche. Et tout ça fait que la population tout de suite va se dire ouais, Cartouche, super. Et ça va devenir un sujet de roman. Personne, ouais. Alors qu'en fait, c'est personne, c'est un bandit, mais un vrai, quoi. Un type qui tue des gens, qui a pas... Pas de morale. pas trop. Le seul truc qui est... La maréchale, on sait pas Oui. si c'est vrai ou pas. C'est vrai qu'elle est venue le voir, mais on sait pas s'ils se connaissaient avant. Le seul truc qui est, je trouve, un petit peu panache, c'est que quand il dénonce des gens et qu'on fait venir des gens devant lui, il fait effectivement venir une femme qui est belle, qui connaît, pour lui dire au revoir. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, c'était la légende de Cartouche et donc les faubourgs de Paris, ce qu'ils ont pu être. Et comment se créer un ennemi. Ouais, et puis moi je me demande, en ayant lu tout ce que j'ai lu, est-ce que c'est pas un peu un système? Est-ce que c'est pas du fait de l'ancien régime, qui est particulièrement arbitraire, hein, quand même, Oui. qui là, en plus, ils sont libertins, t'as des nouveaux riches hyper vite, c'est un petit peu Wall Street, les mecs, ils sont riches en 3 jours, forcément, ça attire des gens louches, quoi. Oui. Mais aussi, on le voit encore aujourd'hui, où tu fais des sortes d'ennemis un peu imaginaires, comme ça tout le monde est content, Ouais. les Black Blocs, l'ultra-gauche, ou des... Ou à une époque, Mesrine, Oui, ou des voilà, trucs comme ça. qui étaient pas si... Enfin, il était dangereux, mais... Oui, mais c'était pas un evil mastermind. Oui, c'était pas un mec qui était capable de taper où il voulait, tout ça. Eh ben écoute, on va se déplacer un petit peu dans le temps. On va rester en Europe, on va aller un peu au nord. On va aller voir nos amis vikings. Ah. Enfin, en fait, on va aller voir les pré-vikings, les peuples scandinaves, avant vraiment qu'on ait la formation des vikings. Parce que j'ai cru comprendre, et la confiture dénonce, que certains ne croient pas tout à fait à la puissance des rituels chamaniques et à la puissance de la nature. Paraît-il. Alors que on a des preuves que ça marche. Scientifique, même. C'est scientifique. Et une des preuves que ces rituels chamaniques marchent, que la terre, les animaux peuvent nous transmettre de leur puissance, sont les forgerons vikings, enfin ou pré-vikings. Mhm. Et ces forgerons, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a fait plusieurs découvertes archéologiques de forges vikings. Mhm. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que dans ces forges vikings, il y avait énormément d'os d'animaux. Ouais. Et on se dit, c'est pas anodin. Oui, enfin, oui. Il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, ça doit servir à quelque chose, quoi. Alors, soit c'est des bouts de chicken wings... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est en fait, le mec, il est forgeron / barbecue. Ouais, mais
A priori, c'est pas trop le cas. Le forgeron, il a un vrai boulot qui est important à l'époque. Oui. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que on a découvert beaucoup de tertres funéraires vikings, donc une petite colline, quoi, dans lequel... De pyramide locale. Et voilà, la pyramide locale, qui ont été réouverts. A priori, quelques années ou quelques décennies après l'enterrement, et où les os ont été retirés. Les os du défunt. Les os du défunt. Donc, on se dit, il y a un truc avec les os. Ouais. Il y a peut-être un type qui a inventé une poudre qui fait avoir le zizi tout dur, quand même. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'on se dit, c'est que ces os, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'ils sont utilisés par les forgerons pour conférer une âme, une puissance supplémentaire aux armes qu'ils forgent. Mhm. Et on a des exemples de ça. Hein, par exemple, tu te souviens quand tu as lu l'Edda poétique, Ouais, tu sais, ce manuscrit en vieux norrois du XIIIe siècle. voilà. C'est parce que je l'ai lu en norrois récent. Ah, en islandais. Voilà. Et, sauf que ça, c'est en fait un recueil de vieux poèmes et tout ça. Et là-dedans, on retrouve quantité d'armes qui ont des pouvoirs, voire un esprit propre. Mhm. Qui chantent, qui parlent, qui font des blagues. C'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est, alors, suivant les influences de chacun, c'est le Seigneur des Anneaux ou c'est Bloodlust, pour ceux qui ont joué au jeu de rôle Bloodlust. Et en fait, donner une âme et un esprit à ces armes, ça permet en fait de les rendre plus fortes, Oui, bah oui, d'en faire des meilleures armes. c'est bien connu. Et à l'époque, les armes et les outils, ils sont faits en fer démarré. Alors le fer démarré, c'est ce qu'on trouve dans le nord de l'Europe. Mhm. Alors dans le nord de l'Europe centrale et le sud de la Scandinavie, globalement. Ouais. Donc au Danemark, quoi. Voilà, au Danemark, en Islande aussi. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des alluvions qu'on trouve au fond des marais et qui sont faits par des bactéries. Et ces bactéries, elles concentrent le fer qui se trouve un peu naturellement un peu partout. Mhm. Mais dans ces marais, les bactéries, elles vont concentrer le fer. Et donc, on va avoir des sédiments qui sont très très riches en fer. Mhm. Enfin, qui peuvent monter à 40-50% de fer. Ah ouais, quand même. Donc, on peut l'utiliser comme matériau. On peut l'extraire, l'utiliser comme matériau. Le problème, c'est que c'est pas un matériau qui est terrible. C'est assez mou, il y a beaucoup d'impuretés dedans. Donc, c'est bien, mais c'est pas top pour faire des armes, notamment. Ouais, si ton épée, elle se plie, pas Ouais, cool, quoi. et à l'époque, t'es dans un moment où, finalement, cette maîtrise de la forge, c'est la bombe atomique de maintenant, quoi. Ouais, c'est ça qui te donne l'avantage technologique. C'est comme dans Civilisation. Au moment où t'as les spadassins, tu niques tout le monde. Exactement. Et il se trouve que... qu'est-ce qui se passe quand tu mets un os dans la forge ? Mhm. Tu fais du charbon d'os. Ouais. Et ce charbon d'os, c'est principalement du carbone. Ah, ils ont inventé l'acier, en fait. Et en fait, c'est ça. Du fer plus du carbone, ça fait de l'acier. Ah. Alors, un acier rudimentaire. Mais les chercheurs qui ont montré comment on pouvait faire ça, essayer de répliquer le processus, ils ont montré que tu arrives quand même à faire pénétrer le carbone sur plusieurs millimètres en surface de la lame. Mhm. Et donc, tu renforces significativement tes armes. Et Mhm. tu as un avantage grâce à l'âme de l'animal. Ouais. Enfin, c'est ossements, quoi, mais ouais. Ces ossements qui contiennent l'âme de l'animal. Et donc, en fait, cette croyance, ce rituel chamanique, a un vrai impact et va permettre aussi à la société scandinave de se développer militairement. Et donc, aux Vikings de ravager l'Europe. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça va y participer. D'autant qu'un peu plus tard, alors ça c'est plutôt vers entre l'an 800 et l'an 1000, Mhm. on va avoir... alors là, on n'est plus vraiment dans le chamanisme, mais les Vikings vont continuer à être des grands maîtres de la forge, Mhm. puisqu'ils vont forger ce qu'on appelle les épées Ulfbert. On les appelle comme ça parce qu'il y a écrit Ulfbert sur la lame. C'est la marque. Ouais, c'est ça, c'est la marque. Il en reste... alors, suivant les chiffres, ça varie entre 170 et quelques dizaines. Mhm.
parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons aussi. Parce que, en fait, c'est des épées qui sont hyper renommées. Elles sont hyper renommées parce que, en fait, on a réussi à faire des épées d'une même qualité en Europe, dans le reste de l'Europe, qu'au moment de la révolution industrielle. Ah ouais. Donc, pendant 1000 ans, sur l'acier, ils ont eu une sorte de monopole. Et pourquoi ? Parce que les Vikings, c'est non seulement des pierres, mais c'est aussi des commerçants. Mhm. Et en fait, ils ont eu un moment, en contrôlant la Volga, ils ont pu rentrer en contact avec des émissaires indiens Mhm. qui, eux, avaient un acier qui était très, très, très pur. Mhm. Et c'est la maîtrise de la forge viking alliée à l'acier indien qui a permis de fabriquer ces épées qui sont beaucoup, beaucoup plus résistantes et beaucoup plus élastiques aussi. Ce qui est utile, par exemple, quand tu plantes ton épée dans un bouclier. Oui. qui ont été, pendant 1000 ans, la meilleure épée que tu pouvais avoir. Ah, pas mal. Donc, C'est un petit côté civilisation en plus, parce qu'un problème de civilisation, c'est que tu te retrouves à jouer les Aztèques et à te retrouver voisin des Japonais. Oui. Mais là, tu vois, les Vikings et les Indiens, c'est Exactement. possible aussi. Et voilà, donc Pas mal. c'était mes petits rituels chamaniques et forgerons vikings. Eh bien, pas mal. Moi, pour finir, je voulais parler donc du carré Sator, qui est un carré magique. D'accord. Parce que tu as dû remarquer qu'au cinéma, en ce moment, il y a le dernier film de Christopher Nolan, Tenet. Oui, Alors, pas d'inquiétude, hein, pas de spoiler, moi je l'ai pas vu. moi non plus. Voilà. Je suppose que comme tous les films de Christopher Nolan, il va y avoir un concept très compliqué et puis que... Et puis qu'il y aura un concept très compliqué. Voilà, et beaucoup de plot holes comme dans la Bible. Bref, d'où ça vient ce nom, Tenet? Alors en anglais, Tenet, ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire dogme, doctrine, quelque chose comme Ça ça. veut pas dire il tient ou un truc comme ça. En latin, ça veut dire il tient, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a pas traduit en français, parce que Tenet, ça vient du latin il tient, et ça vient en fait d'un palindrome latin. Donc un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens, un mot ou une phrase, comme Bob ou radar, par exemple. Et puis c'est un rapport avec le film, parce que de ce que j'ai compris en regardant la bande-annonce, il y a le temps qui va dans l'autre sens. Bon, concept très compliqué, Christopher Nolan. Mais on notera la qualité de mon latin. Oui, pas mal. C'est pas mal. Mais donc, ça vient d'un palindrome latin, et tous les amateurs de secrets un peu mystiques, et puis les archéologues du dimanche, savent que Tenet, c'est le centre du carré Sator, qui est donc un carré magique qui fait un petit peu bander les mystiques et les fans du David Chicon depuis le 19e siècle, hein, quand même. D'accord. Parce que donc, ce carré Sator, on l'a retrouvé, le plus ancien qu'on a retrouvé, on l'a retrouvé à Pompéi, et donc, a priori, il ne peut pas dater de plus que 79 après Jésus-Christ, puisque... Si c'est en latin, à un moment, de toute façon... Ah bah non, parce qu'on parle le latin pendant hyper longtemps en Europe. Oui, mais en termes de précocité. Ah oui, ce sera pas en moins 3000, quoi. Certes. Non, mais le plus vieux qu'on ait retrouvé, donc, c'est à Pompéi. Donc, il a pu être fabriqué avant 79 après Jésus-Christ. On en a retrouvé en Hongrie, qui date du 2e siècle, en Angleterre et en Syrie du 3e siècle. Puis après, en fait, dans toute l'Europe, dans des églises, dans des catacombes, sur des piliers, dans des maisons, on retrouve le carré Sator. Alors, pourquoi carré Sator? Donc, ça vient d'un palindrome latin qui dit Sator arepo tenet opera rotas. Vous pourrez vérifier chez vous, on peut le lire dans l'autre sens. Il se trouve que tous les mots ont 5 lettres. Et donc, si tu les mets les uns au-dessus des autres, ça fait un carré de 5 par 5. Dans lequel, au centre, il y a Tenet qui fait une croix, donc, et qui a la particularité de former, je cite, un système anacyclique phraséomorphe à quadruple entrée. Oui. Bien sûr. C'est assez évident, mais... Voilà. mais du coup, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Alors, qu'est-ce que ça veut dire surtout? Ça veut dire que tu peux le lire dans tous les sens. Tu peux le lire normalement de gauche à droite. De droite à... Gauche à droite, normalement. Oui. Mais tu peux le lire aussi de droite à gauche, et puis tu peux le lire de haut en bas et de bas en haut. Et tu peux même le lire en boustrophédron. Mhm. Alors, c'est un mot grec qui veut dire à la manière du bœuf qui laboure. C'est-à-dire que quand tu arrives au bout d'une ligne, tu recommences à gauche, tu finis à droite, et puis la ligne suivante, tu commences à droite, tu finis à gauche, et puis etc. Comme donc quand tu laboures un champ. Ce qui, paraît-il, est une manière plus naturelle d'écrire. Les enfants écrivent comme ça. D'accord.
Parce que, en fait, c'est une convention d'écrire, alors en partant de la gauche ou en partant de la droite, selon les langues, mais... Et la convention, elle date de moins 403, c'est l'archonte Archinos qui a dit, bon, allez, maintenant on arrête les conneries, on écrit tous de gauche à droite, parce que c'est bon, hein. Et vous, là, les Japonais qui écrivaient de haut en bas, bon. Bon, alors après, le boustrophédron, ça change l'ordre des mots. Mais en fait, comme c'est du latin, ça change pas le sens. Oui. Et pourquoi est-ce que ça marche, cette histoire? C'est parce que chacun des termes du palindrome est formé par un acrostiche, un mésostiche ou un téléstiche de la phrase entière. Alors, macrostiche, machin, tout ça, là, c'est quand tu prends que la première lettre d'un poème, par exemple, et ça écrit quelque chose d'autre, etc. Bon, mais c'est quoi le sens, du coup? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Allez, Voilà. je te poser. Alors là, on a un problème. On a un problème, c'est parce que arepo, Ça ne veut rien dire. c'est un apax, ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus, en l'occurrence le latin. Alors, du coup, cet épisode est sponsorisé par le Scrabble. Tout à fait, c'est exactement ça. J'ai découvert plein de mots. C'est un peu pour ça que je le fais. Hein. J'ai découvert plein de mots débiles, enfin débiles, savants. C'est des mots savants importants, mais qu'on utilise peu. Voilà. Ceci dit, Apax, je pense que tu te fais pas mal de points au Scrabble. Oui, donc Quand tu sors ton Tipeee. Arepo, donc c'est la seule fois où ça apparaît dans le latin. Or, le corpus latin, on a quand même beaucoup de textes en latin. Oui. Tu vois, en maya, il y a beaucoup d'apax. On en a déjà parlé, c'est parce que le maya n'a pas beaucoup de textes. Mais en latin, on a beaucoup de trucs. Et ça veut rien dire. Donc, si on traduit littéralement la phrase, ça veut dire Sator, le semeur, Arepo, Arepo. Oui. Ténet, tiens. Bon, en français, les roues de son travail. Les roues rotas, opéra de son travail. Bon, Arepo, on ne sait pas ce que ça veut dire. Arepo, ça veut rien dire en latin, mais en gaulois, ça veut dire charrue. Donc, on se dit que peut-être ça veut dire le semeur à la charrue dirige, parce que ténet, ça peut aussi vouloir dire dirige, son travail en tournant. Ce qui est pas con. Oui. Effectivement, tu tournes hein, quand tu... Alors, à un moment donné. c'est certes pas con, c'est pas non plus une révolution mentale de ouf. Non. Enfin, je veux dire... Non, mais bon, voilà. Bon, mais il se trouve que Sator, ça veut dire semeur, donc, ou laboureur, mais ça peut aussi vouloir dire père ou créateur. Et que arepo, avec un seul R, ça veut rien dire, mais par contre, arepo avec deux R, c'est une forme du verbe se glisser, et par extension, ça peut vouloir dire un petit peu terre à terre. Et donc, en tirant pas mal de cheveux quand même, on traduit ça par le créateur pragmatique maintient l'œuvre de rotation. Et là, tout de suite, ça parle de Dieu, quoi. Logique. Ça parle de Dieu qui fait tourner la Terre. Voilà. C'est logique. Bon. Oui. Non, mais oui, ça se tient. Ça se tient, pourquoi pas. J'en parlais avec Dieu il n'y a pas très longtemps. Il disait que c'est quand même pas facile de laisser te faire tourner la Terre. C'est ça, ça demande un travail à plein temps. Bon, en plus, comme on l'a retrouvé pas mal ce carré dans des églises, dans des cimetières, des machins comme ça, en fait, on s'est dit, mais c'est un signe de reconnaissance chrétien. C'est les premiers chrétiens en 79 à Pompéi qui ont inventé ça. Bon, en 79 à Pompéi, il ne devait pas y avoir beaucoup de chrétiens. Mais bon, voilà. Hein. Et puis en plus, ténet, ça fait des T, ça fait une croix au milieu. Ça doit être chrétien. Donc on commence à chercher un petit peu à trouver une... La croix, c'est pas bien après 79 ? Si, mais enfin c'est pas très grave ça, s'il te plaît, suis un petit peu là. En 1926, un certain Félix Grosser va réarranger un petit peu les lettres et va se rendre compte qu'en fait, tout ça, avec toutes ces lettres, on peut créer une croix qui dit paternoster avec le N au milieu. Et puis le N au milieu, c'est significatif. Oui. Je veux dire, voilà. Bon, sauf que quand tu fais ça, il te reste A, O, A, O. Bon, il te reste 2 A et 2 O. Alpha, oméga. C'est exactement ce qu'il a dit. Voilà, tu fais une croix, tu mets A, O de chaque côté, pouf, l'alpha et l'oméga, c'est bon, c'est Dieu, quoi. Bon, puis il y a d'autres mecs qui font un petit peu de numérologie aussi et de primosophie. Alors, la numérologie, c'est tu prends l'alphabet, puis A, c'est 1, B, c'est 2, etc. Primosophie, c'est la même chose, mais avec les nombres premiers. Ça te permet de trouver d'autres chiffres, c'est cool. Ouais, tu peux te marrer. Ouais, après, tu fais ça en base 13. Ouais. Non, mais, alors, ce qui est formidable avec la numérologie, c'est que tu trouves toujours un truc. Par exemple, le carré Sator, ça vaut 153. 135, pardon. Le carré Sator, ça vaut 135. Et Dieu s'impose, ça vaut 135 aussi. Comme par hasard. Ouais. Qui vaut aussi 135. C'est vrai. Je te jure, j'ai refait le calcul. Donc, ça prouve bien. Il n'y a pas de coïncidence dans ce monde. Non, c'est QFD. Bon, puis il se trouve que quand tu le fais avec la Témora, donc, parce que c'est quand même les kabbalistes qui ont inventé ça, les juifs. C'est le mec de Koh-Lanta ? Non. Non, la Témora, c'est un truc kabbaliste et éthique et tout. Ouais. Tu trouves d'autres trucs.
tu trouves une référence à l'autel du temple de Jérusalem. Alors c'est un peu compliqué, je vous la refais pas, mais je vous jure que tu le trouves. Bon, en même temps, tu changes des lettres, tu mets des chiffres et tout, trouve tout. Hein. En fait, si au lieu de Sator, il y a écrit Jérusalem. Bah voilà, pouf, tu changes quelques lettres, t'as Jérusalem. Bon, mais en tout cas, personne n'est d'accord sur le sens exact, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est magique et que c'est important. Ouais, c'est puissant hein, quand même, faut faire gaffe. Bon, il y a quand même un mec, Henri Pulge, qui est historien français, puis un peu féru de philologie. Je voulais mettre philologie. Voilà. C'est un pari en fait, tout ça. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que t'as fait un pari avec quelqu'un. C'est ça. Qui, donc, en 1969, va étudier le truc avec un ordinateur. En gros, l'alphabet latin, il y a 25 lettres. On en a rajouté une après, je sais plus, le W ou le Y, je sais plus. Peut-être bien le W. Ouais, bon, bref. L'alphabet latin, 25 lettres. Le carré, il y a 25 cases. Ce qui fait qu'il y a 390 625 combinaisons possibles. Ou peut-être bien le V. Ah ouais, à la place du U. Ouais. Peut-être, bon, vous vérifierez. Donc je disais 390 625 combinaisons possibles d'arrangement des lettres. Sauf que dans ces combinaisons possibles, il n'y en a que 625 qui suivent la symétrie du carré Sator. Oui. Et que sur ces 625, il n'y en a aucune qui fait une phrase qui veut dire quelque chose. Encore plus s'il faut que ça soit magique et il faut que ça fasse des références à Dieu ou à tout ça, alors là c'est mort. C'est pas possible, tu peux pas trouver ça. Donc en fait, il en conclut, Henri Pulge, que Arepo, c'est bien un nom propre, parce que quand tu fais des mots croisés comme ça, il est un peu fan de mots croisés et de palindromes. Quand tu te dis je vais utiliser un ordinateur pour me pencher sur ce sujet, c'est... Ouais, t'es un peu fan du truc. Ouais, c'est qu'il y a un truc qui te tétille, quoi. Donc il dit, en fait, quand tu cherches des machins comme ça, il y a un moment donné où tu peux pas trouver parce que il y a un certain nombre de mots, c'est des mots limités, tu peux pas vraiment en inventer. Par contre, tu peux inventer des noms propres. Donc lui dit, Arepo, c'est le nom d'un type. Oui, peut-être. Et en fait, c'est le dernier... Jean-Michel Arepo, quoi. Voilà. Et c'est le dernier mot qu'on a trouvé. Parce que Tenet, bon, c'est facile de voir que c'est un palindrome. Rotas, Sator, ouais, t'échanges, ça tous les deux veut dire quelque chose. Opéra, ok, ça veut dire quelque chose. Arepo, ça veut rien dire, bon, c'est pas grave. En fait, il dit que c'est un jeu stérile de l'esprit. Un peu comme le palindrome Léon a sucé ses écus à Noël, qui est effectivement un palindrome, mais bon, ça ne sert à rien. Ou comme, par exemple, il y a une phrase en tchèque où il n'y a pas de voyelle. Oui, alors qui se prononce, vous m'excuserez pour ma prononciation, hein, Scrutch, Prust, Skreuz, Kruk. C'est une histoire de poignard, non? Non, c'est enfonce-toi un doigt dans le cou. Ah, oui. Bon, il y a un peu... J'ai eu un ami tchèque. Oui, deux amis tchèques. Il y a fort longtemps. Et qui nous avaient appris ça. Voilà, c'est peut-être lui qui me l'a appris aussi, tiens d'ailleurs. Oui, parce qu'il me semblait que c'est dans un truc de théâtre. Ouais, c'est peut-être ça. Et j'avais une vieille histoire de palindrome en allemand autour de Ein mit Gazelle, machin, in Regen nie. Enfin, je me souviens plus de toute la phrase, mais j'en suis un. Alors en fait, des palindromes, c'est marrant à faire. Hein. Il y a des types qui se sont amusés à faire des palindromes de fou et tout, mais souvent ça veut rien dire. Oui. Parce qu'il y a un moment donné où il y a trop de contraintes, quoi. Et la conclusion d'ailleurs de Henri Pulge, là, c'est que c'est justement parce que ça veut rien dire, et parce que Arepo ne veut rien dire et que c'est un mot inventé, que c'est devenu un truc magique. Parce que comme ça veut rien dire, tu peux tout inventer. Puis comme c'est du latin et que les latinistes, sont pas tous d'accord entre eux, voilà, Sator, ça veut dire laboureur, ça veut dire père, ça veut dire créateur, ça veut dire ce que tu veux, quoi. Et voilà. C'est de là que vient le titre du film de Christopher Nolan, et j'ai lu qu'il y avait plein de références dans le film au carré Sator. D'accord, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et du coup, il nous reste à vous souhaiter plein de bon temps, une bonne rentrée pour qui c'est le cas. Nous, on va partir en vacances, donc on va peut-être rater un épisode dans 2 semaines. Et n'hésitez pas à continuer à nous laisser des commentaires, continuer à parler de nous, parler avec nous, et continuer à apprendre des trucs. Ouais, à la prochaine fois. À la prochaine fois.